Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Réseau 1 Québec. Aujourd'hui, on va parler de comprendre les fondements de la première ligne. C'est-à-dire que dans les nouvelles ces temps-ci, on a parlé beaucoup de c'est quoi un système de santé en première ligne qui est fort. Puis, comme bon médecin, on se dit, est-ce qu'on peut se tourner vers des données probantes? Fait que pour parler de cette histoire de c'est quoi une première ligne en santé, et pour parler des données probantes derrière cette question-là, aujourd'hui avec moi, j'ai deux invités qui sont des expertes dans le domaine, qui sont des femmes fortes, qui ont même eu une grande influence sur ma propre carrière. Alors, je suis très excitée d'avoir avec moi Dr. Marie-Dominique Beaulieu. Allô, Dr. Beaulieu? Bonjour, comment ça va, Emma? Ça me fait plaisir de te voir. Ça va très Ou doc... bien. Et Dr. Mylène Breton. Allô, Dr. Breton? Allô, moi, je suis docteur qui soigne pas. Ben justement, est-ce que vous pouvez vous introduire, nous dire vous êtes qui? Je vais commencer. Alors, Mylène Breton, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke au département de santé communautaire, puis j'ai une chaire de recherche du Canada en gouvernance clinique des services de première ligne. Alors, je suis vraiment une chercheure de carrière sur la thème qu'on parle aujourd'hui. Donc, c'est une Alors, moi, PhD, Dominique, chercheur de carrière. Marie-Dominique Beaulieu, docteur Beaulieu, pouvez-vous vous introduire? oui, bonjour. Donc, moi, je suis maintenant professeure émérite au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Montréal. J'ai donc pratiqué la médecine de famille activement pendant près de 40 ans et aussi combiné toute ma vie des activités de recherche. On peut dire que j'ai été chercheure clinicienne, donc pendant toute ma carrière. Merci beaucoup. Puis, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts à déclarer? Ben, moi, j'ai fait des mandats pour Health Excellence Canada au courant de la dernière année et j'ai eu un petit mandat avec le Collège québécois des médecins de famille avec l'amplificateur au courant de la dernière année. C'est tout. Moi, j'ai eu dans cette année un petit mandat avec le bureau de la commissaire à la santé et au bien-être sur des questions d'indicateurs en première ligne. Et j'ai aussi eu le privilège d'être impliquée dans le groupe d'experts comme co-directrice scientifique et j'ai reçu des honoraires par l'Université de Sherbrooke pour faire ça. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai pas de conflit d'intérêts à déclarer. Donc, comme toujours, on va commencer avec un cas. Alors, le cas, c'est que vous êtes un médecin de famille et vous pratiquez dans une province qui a envie de changer le système de santé. Et là, vous vous dites, ben non, encore une autre réforme en santé, mais comme vous avez fait votre résidence avec Dr. Glaser, qui est une passionnée des données probantes, vous vous posez la question, mais y a-t-il des données probantes sur un système de santé qui est en santé? Qu'est-ce qui fait qu'une première ligne peut être efficace? Et vous vous posez la question et vous voulez connaître les données probantes. Et là, vous vous tournez vers le fameux comité d'experts qui a été ignoré. Et les voici avec nous pour nous parler justement de ces données probantes derrière une première ligne efficace. Donc, les objectifs pour la journée, présenter les composantes essentielles d'une première ligne performante. Plus spécifiquement, on va parler d'identifier les éléments communs d'un système première ligne efficace en s'appuyant sur les données probantes, c'est ce qu'on vient de nous poser comme question. On va mettre en lumière les fonctions de la première ligne, accessibilité, continuité, globalité, coordination, équité, présenter la vision citoyenne, voix qui a été peut-être pas assez amplifiée dans le débat des nouvelles. Puis on va présenter comment le Québec se compare à d'autres juridictions à l'échelle nationale et internationale. Donc, même si la politique bouge beaucoup, les données probantes, comme vous savez, c'est un peu lent. Alors, je pense que ce balado, je vous souhaite, va être pertinent longtemps pour comprendre tout ça. Et sur ça, j'invite Dr. Beaulieu, Dr. Breton, à nous parler de toutes ces choses-là.
Bon, ben alors peut-être que ça vaudrait la peine de parler de définition. Des fois, on est un peu mêlé dans toutes nos définitions. D'abord, on entend beaucoup parler au Québec de services de proximité, puis certaines personnes pensent à la même chose que la première ligne. Mais dans le fond, les services de proximité, ça inclut la première ligne de services, mais aussi tous les services de santé publique aux citoyens d'une région, puis les services spécialisés. C'est ce qu'on appelle les services de proximité. Ensuite, on parle souvent de soins de santé primaire. En anglais, c'est primary health care. Et là, ça comprend vraiment toutes les politiques de santé publique, disons l'eau, toutes ces choses-là, et puis les déterminants sociaux de la santé. Puis, il y a ce qu'on appelle souvent tout simplement les soins de première ligne ou primary care. Ça se réfère justement aux services à la population de santé plus de base. Donc, dans le fond, nous, c'est de ce dont on parle quand on parle d'une littérature sur les données probantes. C'est comment on organise les fameux soins de première ligne, c'est-à-dire les services directs à la population de première ligne, si vous voulez. Donc, on ne parle pas de toute la santé publique, ni de l'ensemble des services de proximité, juste pour être bien clair là-dessus. Donc, si on veut convaincre des décideurs, des fois c'est intéressant. Il y a un cube qui s'appelle le cube de vraiment l'épidémiologie des problèmes de santé dans une population. Écoutez, c'est en béton, ça a été fait à plusieurs reprises. Dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que pour 1000 personnes dans une communauté, dans une année, il peut y en avoir 800 qui vont avoir des symptômes. Il va y en avoir 8 en tout qui vont aller à l'hôpital, puis à peu près 215 qui vont voir un médecin. Donc, dans le fond, en première ligne. Donc, c'est là que les gens vont quand ils ont des problèmes de santé, d'abord et avant tout. Alors, ça peut aider les gens à mettre des chiffres, à vraiment convaincre un décideur de l'importance de la première ligne pour une population. Donc, ça veut dire que quand 800 personnes ont des symptômes, quand même la grande majorité, ils se gèrent à la maison. Rien que ça tout seul, effectivement, tout à fait. Et il y en a d'autres qui vont aller voir leur médecin de famille et il y en a très peu qui utilisent les services de deuxième et troisième ligne. Exactement. Bon, on peut continuer. Je peux continuer, mais Mylène, ne te gêne pas mais je sais qu'il y a d'autres éléments où tu vas plus contribuer. Bon, alors, c'est quoi les caractéristiques d'un système de première ligne performant? Donc, il y a vraiment des choses qui ressortent. D'abord, dans un système performant, il y a vraiment une affiliation des usagers à un professionnel ou une professionnelle de première ligne. Généralement, c'est un médecin de famille ou une infirmière praticienne qui peut dire, moi, c'est là que je vais, puis c'est mon infirmière praticienne, c'est mon médecin de famille en général. Donc ça, c'est la première chose qui est remarquable. Il y a généralement des mécanismes de gouvernance au niveau communautaire, vraiment régional et provincial, mais communautaire territorial, pour organiser les soins en fonction des besoins de la population où on est. Bon, ça a l'air simple à dire, on en reparlera plus longtemps, mais il y a un financement puis un paiement qui est aligné avec les objectifs du système. Il y a des équipes interprofessionnelles. Il est fini le temps où la première ligne, ça repose justement sur un groupe de médecins ou d'infirmières. C'est des équipes. Il y a des politiques de santé qui sont vraiment explicites pour la première ligne. Et enfin, il y a vraiment une coordination puis une intégration avec les autres secteurs de la communauté, donc pour les services sociaux, bien sûr, mais aussi pour les autres secteurs, que ce soit le logement et toutes ces choses-là. Donc, ce sont ce qu'on appelle les principales caractéristiques du système de première ligne. C'est sûr qu'après ça, il y a d'autres éléments, mais qui ne sont pas propres à la première ligne, des indicateurs, la capacité de fournir de l'information sur la qualité des services, la formation des professionnels. En fait, il y a d'autres éléments, mais ça, c'est pour tous les éléments du système, si on veut. Donc c'est vraiment les 6 caractéristiques fondamentales d'un système de première ligne efficace. Puis, juste pour continuer sur l'idée, ce qui va être vraiment important, c'est la cohérence entre ces différents éléments-là, ces 6 caractéristiques-là. En gros, si tu as juste des patients affiliés, mais tu n'as pas d'autre chose, tu n'as pas un paiement qui est aligné, tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas de mécanisme de gouvernance, ben tu ne produiras pas des effets efficaces. Si tu as juste un mode de rémunération théoriquement
intéressant pour la première ligne, mais tu n'as pas les équipes, tu n'as pas de politique, tu n'as pas de coordination, ça ne fonctionnera pas non plus. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est dans chacune de ces dimensions-là, il faut aller chercher les mécanismes pour produire des choses qui sont cohérentes et intégrées. Donc, dans le fond, voilà. Puis si, je pense à nos auditeurs qui nous écoutent, puis fait que là, moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que on est allé regarder des systèmes de santé et des systèmes de première ligne, puis ça, c'est les caractéristiques qui ressortent. Mais quand on a regardé ces systèmes-là, comment est-ce qu'on a dit, ben ça, un système qui est performant? Comment ils ont Bon, statué? oui, d'accord. Écoute, ce sont des recherches qui remontent à longtemps. La façon et moi j'ai eu la chance d'être impliquée dans les années 2000, 2003-2004 avec pour la commission Romano. En fait, ça s'appelait Choisir le changement sur les soins de première ligne. On a fait une énorme revue systématique. Dans le fond, la façon de faire, c'est que tu collectes les données qui viennent de pays. Ça prend évidemment, tu regardes dans des données de l'OCDE ou dans des données des études. Et là, tu vas chercher ce qu'on appelle des mesures de résultats. Est-ce que la population est en santé? Quelles sont les visites à l'urgence? Est-ce que les gens sont satisfaits? L'équité, c'est tellement important. Est-ce qu'il y a des disparités? Et là, tu regardes, tu cotes tes systèmes selon ça. Puis là, après ça, tu vas chercher les effets. Et ce sont donc des études qu'on va dire macro, là, si tu veux, mais qui permettent de dire que ces choses-là sont associées ou pas. Puis juste pour donner un exemple, on va en reparler tantôt, l'affiliation des patients, il y a toutes sortes de manières d'affilier des patients, il n'y en a pas juste une. Donc, des équipes, il y a toutes sortes de manières. Donc, les pays, les endroits peuvent avoir des manières de travailler ça, adaptées à leur réalité. Mais en fait, il faut qu'ils travaillent ça. S'ils n'ont pas ça, ça ne marchera pas, tu vois. Donc, ce sont des études. Barbara Starfield aussi en a fait une qui a été vraiment, qui est passée, si tu veux, vraiment là, dans les annales. Mais l'autre, c'était une étude par Lamarche, Pinault. Moi, j'étais auteur. En tout cas, il y avait d'autres personnes. Et c'est vraiment une étude qui a été basée sur une analyse très, très systématique des systèmes de santé. Ça peut OK, être, on donc peut le c'est mettre vraiment comme à rigueur en c'est référence. c'est vraiment comme si on a goûté à 10 gâteaux, puis les gâteaux qui goûtaient le meilleur, puis là, on regardait c'était quoi les ingrédients qui étaient parmi tous ces Exact. gâteaux-là. OK. Exact. Et puis la configuration des ingrédients, puis après ça, on regardait justement le sorte de gâteau que ça donnait pour la population. Hmm. Et puis c'est là qu'on arrive avec, si tu veux, donc on part dans le fond, ça on vous a donné, il y a une manière de le comprendre. L'autre manière de le comprendre, c'est que dans le fond, tout système de santé, pour produire des effets, ben d'abord, ça prend une vision qui est claire, donc annoncée par des politiques. Tu mets des ressources, ça te prend la bonne quantité, la bonne variabilité, donc tes équipes. Tu te crées une structure organisationnelle, tu crées des lois, des règlements, des accords, des arrangements. Tu as des gens qui font des pratiques. Par exemple, l'accès adapté, c'est une pratique organisationnelle. La manière de prendre en charge des gens en équipe, c'est une pratique. Puis là, tu vas mesurer tes effets et c'est l'alignement de tous ces éléments-là qui font une différence, d'où l'importance d'une cohérence dans l'alignement donc, c'est pas juste une manière. Tu peux l'aligner, mais il faut que ça fasse du sens. Comme par exemple, le paiement à l'acte uniquement, c'est bien démontré que c'est pas une méthode de rémunération alignée avec la prise en charge populationnelle, tu vois. Donc, là, tu peux te dire, c'est pas aligné. Donc, si tu n'as pas une vision de prise en charge populationnelle, peut-être que c'est aligné avec une autre vision, mais c'est pas aligné avec la vision. Donc, c'est cette idée d'alignement. Je sais pas si ça répond à tes questions, Emma. Absolument. Bon, là maintenant, bon, on va creuser, je continue encore, mais tu sais, cette question de l'affiliation, comme on voit, ça fait partie vraiment des caractéristiques, une caractéristique fondamentale, que les gens aient dans les faits, puissent dire, moi, oui, je vais là, c'est ma place, je vais là, j'ai mon médecin, j'ai mon infirmière, ils savent c'est où. Ça s'appelle l'affiliation. C'est pour, bien sûr, faire de la continuité des soins. Donc, que les gens aient une expérience entre chaque épisode qui s'accumule. Puis, en fait, on le verra tantôt aussi, mais
c'est fascinant à dire, mais la continuité des soins, c'est-à-dire l'accumulation de la connaissance sur les personnes avec le temps, c'est un des facteurs qui explique le plus l'efficacité des soins de première ligne. C'est quand même quelque Ben, chose. ça, c'est sûr, là. Je veux dire, on le ressent aussi, Ben, puis je pense que oui, mais il y a des données probantes, donc ça, c'est vraiment important. ouais, Tout des à données fait. probantes qui appuient. Moi, je peux dire que dans mon expérience personnelle, on le ressent quand les patients ont l'impression qu'on les connaisse, puis même que nous aussi, on a l'impression qu'on les connaît, puis là, qui se présentent, puis qui sont gris, puis là, on se dit, oh là là, ça va pas bien. Exact. On se sent qu'on est meilleur. Puis peut-être pour complémenter, on parle beaucoup d'accès, tu sais, au Québec, mais tu sais, c'est la magie de la continuité. Fait que c'est vraiment comment on réfléchit à faire des politiques qui est pas juste faire de l'accès puis du sans rendez-vous, mais vraiment d'orienter pour qu'éventuellement tous les bénéfices puis les retombées pour un système de santé performant, c'est vraiment à travers la continuité relationnelle ou organisationnelle. Fait qu'on dit toujours la magie s'opère à travers la continuité. L'accès, c'est bien, la continuité, c'est mieux. Fait que la continuité des soins, dans l'expérience du soignant, je vais parler de mon expérience de soignant, c'est non seulement qu'on a l'expérience que c'est meilleur pour les patients parce qu'on les connaît, les gens, quand ils se sentent connus, ils se sentent compris, tout ça, puis on sait que de par la communication, de par la relation, on soigne souvent, hein, surtout pour nos patients complexes, tout ça, c'est l'expérience qu'on a. Mais on a aussi, en tout cas, je vais parler pour moi, une expérience du côté du soignant, que c'est beaucoup plus, on fait moins d'épuisement professionnel, quand on connaît nos patients, puis on se sent valorisé. Puis là, ce que vous dites là, c'est qu'il y a des données probantes qui appuient ce que je suis en train de Oui, vivre, moi. absolument. En fait, on dit souvent qu'il y a un mur de données sur la continuité des soins. Là, je veux dire, c'est incroyable. Vu qu'on est dans ça, puis tantôt, on verra si on en reparle, mais vu qu'on est vraiment dans ça, il y a vraiment des données qui montrent que cette continuité dans le temps avec quelqu'un qui nous connaît, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas d'autres mondes, là. Les gens comprennent des fois mal ça, là. Ça t'empêche pas de voir un psychologue, une travailleuse sociale, ton pharmacien. Mais entre les épisodes, quand il arrive quelque chose de nouveau, tu vois là une personne qui te connaît, donc il y a plus de prévention. La mortalité est diminuée c'est des études populationnelles, là. C'est un petit peu plus en avant. Je vais un peu en avant, mais juste qu'on en parle, tu sais. Ça coûte moins cher les soins. Les gens sont plus en santé. Ils sont plus satisfaits, dont tu en parles, les patients et les professionnels. La qualité est meilleure. Donc, bref, tu sais, on est gagnant sur toute la ligne. Mais si on continue avec ce qu'on voit ici aussi, donc, être affilié, c'est une chose. Mais là, il faut qu'on parle de l'inscription. Surtout qu'on est au Québec, les gens vont écouter ça. Et donc, l'inscription, c'est donc une procédure formelle de rattachement entre une personne et un professionnel ou une clinique, là, dépendant, là, mais qui est vraiment confirmée par une démarche administrative. Donc, l'affiliation, c'est les gens peuvent dire, moi, je connais quelqu'un. Juste pour donner un exemple, en France, par exemple, il n'y a pas d'inscription de clientèle, mais les gens sont capables de dire, j'ai mon médecin généraliste. Donc, il y a donc ces deux choses. L'inscription, ça, c'est une formalisation. Ça, il n'y a pas beaucoup, on le verra tantôt, Mylène va vous en parler. Donc, si on veut en parler, donc on continue de parler de l'inscription, parce que c'est un enjeu important actuellement au Québec, puis dans la plupart des pays. Beaucoup de pays sont en train d'essayer d'aller vers cette fameuse inscription qui est en fait de formaliser. Donc, si tu veux changer des fois un petit peu ce dont on parle, Emma, là, donc, et ça, puis là, tu faisais référence au comité d'experts, puis si les gens sont intéressés, il y a vraiment des documents là, dans le texte, là, mais donc, l'inscription, c'est un instrument de politique publique. C'est un État qui décide qui veut inscrire ces gens dans son système de première ligne. C'est pas tout d'un coup des professionnels qui se lèvent le matin en disant on va inscrire du monde ou des patients qui décident de s'inscrire, ce que je veux dire. Et c'est vraiment une manière, bien sûr, de dire nous, c'est important, la continuité, on la valorise. Puis on la valorise tellement qu'on va faciliter cet appariement des gens pour être sûr que personne ait une chaise vide. Mais c'est surtout des mécanismes de financement, de rémunération et de reddition de comptes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que
c'est une procédure de politique publique et elle engage vraiment les trois parties. Ça s'est discuté beaucoup aussi au Québec. Donc, ça n'engage pas que les médecins ou les cliniques qui inscrivent, mais ça engage l'État qui a décidé d'avoir recours à l'inscription. Et donc, il doit s'engager à donner les ressources ou le financement qui vient avec l'inscription. Puis, en principe, ça doit engager aussi les usagers, c'est-à-dire les usagers doivent le savoir qu'ils sont inscrits. Puis si moi, je pense aux années 2000, là, quand on a commencé les GMF, là, moi, je pratiquais, là, j'étais en pratique active, on les inscrivait, les gens se rendaient même pas compte qu'ils étaient inscrits, puis moi, j'ai toujours pratiqué dans ça, puis je faisais de la recherche. Tu demandais à des gens, te rends-tu compte que tu es dans un GMF? Les personnes avaient signé le contrat GMF, tu sais, rapidement, puis donc les usagers, ça a dû prendre une vingtaine d'années avant que la majorité des usagers comprennent qu'ils étaient dans des GMF. Donc, en principe, là, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, l'inscription, ce qu'il faut retenir, c'est pas tous les pays qui en ont. Si un État décide d'en avoir, ça veut dire qu'il valorise beaucoup ça, qu'il va vouloir mettre beaucoup d'autres mécanismes, mais ça engage trois parties, les patients, les professionnels et l'État qui choisit l'inscription. Donc, c'est exigeant. Là, si tu me demandes, Emma, est-ce qu'on a des preuves que l'inscription, ça fait une différence? Là, les données probantes sont beaucoup moins importantes. Donc, quand tu me demandais comment est-ce qu'on sait, les grandes études macro, on est capable de dire ça, ce pays-là, il y a de l'inscription, ce pays-là, ça, tu sais. Puis là, on regarde, on a des données générales parce qu'on a aussi la rémunération. Mais l'inscription comme telle, il y a peu de données, alors qu'il y a beaucoup de données sur la continuité. Par contre, il y a des données sur l'impact de la désinscription. Parce qu'il y a eu il y a des endroits où, évidemment, d'abord, les gens, des fois, déménagent, quittent, ont de la misère à se raccrocher. Et les études sur la désinscription montrent que quand les gens perdent leur inscription, il y a effectivement une augmentation des visites à l'urgence, une diminution de la prévention, une diminution de l'équité d'accès, puis de l'expérience négative des patients. On pourrait dire qu'au Québec, là, on a vécu ça, puis on le vit encore. Donc, c'est vraiment important. Je vais laisser Mylène continuer Oui, là-dedans. en fait, Marie-Dominique, elle a bien montré les effets probants de la continuité. Puis l'inscription, c'est une formalité, mais aussi si on met comme des modèles interprofessionnels, c'est une manière de formaliser c'est qui la patientèle pour attribuer parfois d'autres ressources, comme au Québec, on attribue des infirmières, puis c'est parce qu'on est capable d'avoir une idée spécifique sur la population inscrite. Puis l'inscription formelle, c'est quelque chose que, à travers le Canada, que les provinces vont dans cette direction-là pour justement être capable d'être aligné les autres ressources. Quand on parlait d'alignement, c'est quand on est capable de dire c'est qui la patientèle formelle, bien là, on peut mettre d'autres éléments de cohérence au niveau de l'organisation des soins. Fait que, puis là, les autres provinces, ils vont toutes ils visent une inscription formelle, individuelle entre un médecin et un patient, une IPS, comme l'Ontario. Fait que c'est vraiment quelque chose, puis les pays qui le formalisent, c'est aussi, ils le font pour les autres éléments qui attribuent d'autres ressources ou des liens de... Fait que c'est cet élément-là qu'il faut comprendre. C'est un instrument de politique publique pour soit l'attribution des ressources. Fait que si j'interviens ici, dans le fond, je comprends que l'inscription est un instrument politique qui vise à avoir une affiliation, puis idéalement aussi une continuité des soins, mais qu'il n'est pas nécessairement garant de continuité des soins. Et lorsque l'inscription n'est pas garant de continuité des soins, ben là, les résultats, ça peut laisser à Exact. désirer. Exact. Exact. Si tu es formellement inscrit à un médecin de famille puis tu le vois jamais, il n'y a pas de continuité, puis là, l'effet sur la magie de la continuité n'est pas présent. Mais par contre, c'est souvent un prérequis d'avoir ce lien-là maintenant, même ça te permet peut-être de voir toujours le même professionnel. C'est pour ça que si tu t'organises avec ta patientèle identifiée, d'essayer de voir les mêmes professionnels identifiés, c'est là que ça l'aide dans l'organisation des services. Puis c'est un peu dans une histoire de bottines qui suivent des babines, dans le sens où on voit beaucoup des gens qui disent, ben moi, je suis inscrit à tel médecin de famille, mais j'arrive jamais à le voir. Fait que ces gens-là qui vivent jamais la continuité des soins, ben là, l'inscription comme politique publique a échoué à sa mission d'offrir une continuité relationnelle. Oui, mais c'est aussi généralement
parce qu'elle n'a pas été associée aux autres éléments qui font qu'un système est performant. Tu sais, et si on veut, là, on va rentrer notre clou tout le temps. Donc, tu sais, si par exemple, il n'y a pas une équipe professionnelle assez robuste, tu sais, quand on a créé les GMF, il y avait la vision, là, ça a changé, mais quand même 2 infirmières pour 12 docteurs. Ça ne pouvait pas améliorer la productivité. Donc, la rémunération n'avait pas changé tant que ça. Euh, le- le- L'ancrage dans la communauté, dans le territoire, était pas si fort que ça. Donc, on ne peut pas faire, en anglais, on dit du cherry picking, là, choisir. Donc, si tu fais juste une politique publique d'inscription, puis tu fais pas suivre le reste, ça donnera pas les résultats. De la même Mhm. manière, si je fais juste changer le mode de rémunération, mais je fais pas le reste, ça donnera pas les résultats. On est condamné tu sais, faut vraiment changer plusieurs choses en même temps pour que ça soit cohérent. Il y a plusieurs options, mais il faut y aller puis s'assurer que c'est cohérent. Ouais, Mais ben on peut pas faire effectivement, un bon gâteau juste en faisant quelques trucs. Là, non. faut mettre le beurre avec. En tout cas, il faut mettre les ingrédients dans le bon ordre puis bien faire ça. En tout cas, on comprend le point là. Je veux rehausser ici. On dit en Angleterre, on a fait un passage de l'inscription individuelle à groupe, puis ça a diminué la continuité des soins. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ça? Oui, en fait, puis si on veut, là, si on regarde, il y a seulement dans les pays qui inscrivent, parce que tous les pays n'inscrivent pas, dans les pays qui inscrivent, il y a 2 manières. Soit que les gens sont inscrits vraiment à un médecin ou une infirmière ou à une clinique. Il y a 3 pays en fait où les gens sont inscrits à des cliniques. L'Angleterre qui a passé, effectivement, la Suède est comme ça, la Finlande aussi, juste pour dire, là. Et la plupart du temps, en Suède, en Finlande, c'est associé avec un salariat des médecins dans des formats qui ressemblent à des CLSC. L'inscription individuelle, l'inscription à un groupe peut se solder par de la perte de continuité. Il y a des données là-dessus. Si on peut continuer sur les enjeux de l'inscription qu'on pourrait appeler collective. Au Québec, on l'appelle l'inscription collective. Là. On en a dans l'autre visuel qui suit. Là. Mais c'est que justement, lorsque l'affiliation, l'inscription, excuse-moi, est vraiment un milieu de soins, ça peut compromettre cette continuité et amener une fragmentation de la coordination puis de la continuité à l'intérieur de la clinique, à l'intérieur du système. Et en fait, même dans des milieux, donc à ce moment-là, on recommande, même si c'est une inscription collective, qu'il y ait un professionnel responsable de désigner. Ça devient très important d'expliquer aux usagers inscrits, à nos patients, comment on fonctionne, comment ça marche. Puis il faut vraiment adapter la gestion puis la rémunération à ce moment-là à une cohérence. Et là, vraiment, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais si tu es dans une prise en charge collective, ben, les incitatifs payés à ta clinique, ben, il va falloir qu'ils soient collectifs. Tu peux pas être dans un modèle où tu dis on s'engage collectivement puis qu'il n'y a rien de collectif. Donc, et ça a été un enjeu important parce que ça demande vraiment des façons différentes de fonctionner de ce qu'on connaît au Québec encore. Et donc, encore, c'est la cohérence. Donc, si tu vas avec une inscription collective, il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu changes un peu pour que ça soit cohérent parce que là, c'est l'équipe qui est responsable. Mais là, c'est ça. Donc, tes médecins doivent être payés autrement, tes professionnels sont financés autrement. Donc, c'est faisable, mais ça a des impacts importants. Puis je pense, Mylène, tu pourrais rajouter peut-être que l'importance aussi, en tout cas, de la manière de contractualiser avec les cliniques. Tu sais, à qui tu donnes l'argent euh, comme État? Et évidemment, pour conclure sur cette chose-là d'inscription, là, qui est une force en théorie, mais si c'est pas associé à d'autres choses, c'est pas une force tout seul. Mais c'est aussi sensible à un manque de ressources. La journée que tu n'as pas assez de professionnels ou de cliniques pour affilier toute ta population, bien là, c'est la chaise musicale, puis tu as du monde orphelin. Donc, quand un État est dans une dynamique d'inscription réelle, formelle, ben là, il y a un enjeu très important pour l'État, c'est de s'assurer qu'il y a les ressources pour inscrire son monde, parce que ça crée des inégalités obligatoirement. Donc, c'est quand même une mesure
qui comportent des obligations importantes, là. Puis peut-être pour conclure sur cet élément-là, c'est clair le gradient. Tu sais, dans le fond, si tu n'as pas de source régulière de soins, c'est mieux d'aller toujours au même endroit, mais dans le même endroit, d'avoir le même professionnel. Puis ce gradient, il est clair dans la littérature sur les effets même sur l'utilisation de recours à l'urgence, la globalité. Il y a une étude fascinante qui a été publiée avec des données de l'Alberta par McDonald dans Annals of Family Medicine il y a quelques années qui montre justement là, que les patients qui vont dans la même clinique, c'est mieux que s'ils vont jamais à la même clinique sur les impacts sur l'urgence, mais les patients qui voient les mêmes médecins dans la même clinique, l'effet est encore plus grand. Fait que je pense que c'est un message qui nous apprend que si on va sur une inscription collective au Québec, il faut s'assurer d'avoir des mécanismes pour que les patients puissent voir les professionnels qui le connaissent. Ça revient à la continuité relationnelle. Puis on comprend que c'est pas toujours possible, mais c'est d'essayer de maximiser ces éléments-là. Ça, c'est un apprentissage clair. Puis après, si on met de l'inscription collective, à la limite, ça marche. Ça dépend comment tu. Parce que tu as des mécanismes de gouvernance. Marie-Dominique le dit, un partage de groupe, des réelles pratiques de groupe. Il faut travailler sur les autres aspects. Mais vraiment, on le sait, peu importe que ça soit formel ou pas, il faut que les patients aient un lien relationnel. C'est la magie de la continuité. Puis c'est hors de tout doute. Si je peux me permettre, ben, tiens, on va continuer si tu veux, mais je vais me permettrai de donner une petite analogie là. Mais, donc, si on revient justement, donc, on a parlé là, hein, des grandes caractéristiques, on a démêlé l'inscription de l'affiliation parce que c'est fondamental, en tout cas, avec ce qu'on vit. Et l'Ontario s'en va vers ça aussi. Mais si on veut se rappeler justement, c'est quoi les fonctions de la première ligne? Dans le fond, on parle souvent des 4C. La première ligne, c'est le lieu de premier contact. En principe, c'est plus que juste du premier contact, parce que souvent, 80% des problèmes se règlent en première ligne. C'est bien sûr des services complets, donc c'est de la prévention, promotion, curatif et même le palliatif à domicile, c'est de la première ligne. La continuité, on en a parlé, puis la coordination. Et sur cet équilibre-là, tu vois, ça aussi, c'est un exemple qui vient de l'Alberta, Mylène, hein? Euh, c'est clair que l'équilibre entre la continuité et l'accessibilité, ça va toujours être un enjeu. D'abord, si tu n'es pas accessible, tu n'auras jamais de continuité. Là, ça prend, c'est clair. Mais donc, dans les cliniques, ça vient de l'Alberta aussi. Madame Cook, là, qui a fait beaucoup de recherches, en fait, sur les bases de données de l'Alberta. Dans les cliniques où la continuité augmentait de 6,8 là, c'est très précis, les consultations à l'urgence diminuaient de 78 visites pour 1000 patients. Mais quand l'accès diminuait de 6 les visites à l'urgence augmentaient de 64 c'est pour 1000. Donc, bref, c'est juste pour dire, c'est comme des vases communicants. Mais dès que tu donnes un peu plus de continuité, tu vas réduire tes données tes, tes Les visites consultations à à l'urgence. l'urgence et tout ça. Oui, c'est ça. Mais Mylène, vas-y dans le fond. Puis l'accès, c'est large, là, tu sais, on dit de l'accès rapide, c'est en situation urgente, mais ça peut être aussi l'accès dans 2 semaines, c'est pas la même chose avec le même professionnel. Fait que c'est bien de définir c'est quoi l'urgence de la situation, puis dans des situations très urgentes, on peut on peut compromettre un peu la continuité. Notre professionnel n'est pas disponible, mais c'est urgent. Mais en même temps, si c'est un suivi, on peut très bien, puis le patient va préférer attendre. Fait que c'est là qu'il faut voir comment on peut bien gérer, tu sais, l'accès selon l'urgence de la situation, avec qui, avec quel professionnel, dépendamment des situations. Fait que je pense que c'est tout à réfléchir ces éléments-là qui touchent l'organisation des soins. Si je peux juste me permettre de donner un exemple. Fait que je donne l'exemple parce qu'ici, on parle de l'accès et continuité. Donc, on dit ici que quand on a un meilleur accès, fait que par exemple, moi, je fais de l'accès adapté. Alors, je garde des plages pour des urgences dans mon horaire grâce à Mylène Breton et son équipe. Et si j'ai un patient qui est malade, donc, il va pouvoir voir dans une plage urgente, il va venir me voir moi. Donc, vu que j'ai un accès, j'ai aussi une augmentation dans la continuité. Puis ce que je vis réellement, c'est aussi, je gère l'urgence, mais je gère les petits bobos, tout ça, de prévention, puis des affaires comme ça dans ces visites-là. Mais si j'étais pas du tout accessible parce que je ne fais pas d'accès adapté et que je suis tellement de patients que j'ai aucune plage pour voir mes patients quand ils sont malades, ben là, ces gens-là, dans le fond, quand ils sont malades, ils sont pas capables de venir me voir moi, donc ils finissent aux urgences.
c'est un peu ce qu'on est en train de dire, que quand on n'a pas des places, mais il y a une question aussi de capacité, là, c'est-à-dire que si tu as trop de patients pour le temps que tu es capable de donner, tu n'es pas capable d'offrir une continuité ni une accessibilité. Emma, c'est exactement ça. Tu sais, c'est un équilibre aussi, puis c'est une disponibilité. Si tu as trop de patients et tu n'es pas assez disponible, c'est sûr que tu n'auras pas d'accessibilité ou de continuité. Fait que je pense que c'est toujours trouver le juste équilibre. Puis c'est correct que vos patients voient parfois, c'est le plan B, un autre professionnel. L'idée, c'est la cascade. Puis il y a aussi, et puis c'est ça. Fait que comme tu le dis bien, Emma, là, tu sais, si tu as trop de patients, et tes patients vont aller voir les autres, puis on le sait, quand on voit pas le professionnel qui nous connaît, parfois ça peut même induire 2 visites au lieu que si tu vois directement ton professionnel dès le départ. Fait que je pense que c'est là qu'il faut travailler au niveau du système, à accompagner les professionnels à s'organiser comme ça, puis d'avoir aussi les mécanismes d'aiguillage, de donner. Il y a aussi beaucoup, on a développé le rôle des patients dans la navigation. Tu sais, Marie-Dominique, depuis 20 ans, il y a énormément de choses qui peuvent se. Tu sais, justement, là, même, on a travaillé beaucoup avec des jeunes parents, dire, ben écoute, après 3 jours, pas venir avant 3 jours de fièvre selon ces paramètres-là, c'est de l'éducation, mais qui fait toute une différence. Si le patient, le parent sait qu'il va avoir un rendez-vous dans 3 jours, puis que tu lui donnes des outils, puis c'est là qu'il faut travailler. Je pense qu'il y a plein de paramètres. Les autres professionnels aussi, on travaille beaucoup, nous, le musculo-squelettique, on le sait, d'orienter directement au bon professionnel, mais avec cette idée d'équipe. Continuité aussi, on en parle. Continuité aussi d'information. Il faut avoir le même système d'information. C'est ça aussi que si on se répète, fait qu'il y a la relation. Puis c'est tous des éléments qui permettent de donner des soins de qualité. Ouais, donc il y a beaucoup de choses hein, ici pour les médecins de famille ou les IPS qui nous écoutent puis qui disent moi je suis pas capable de donner une continuité, un accès. Ben il y a des choses probablement dans leur façon de s'organiser qui peuvent changer tout ça, mais il y a à un moment donné il y a aussi une question de ressources limitées là. Fait que, tu sais, À un moment donné, c'est pas magique non plus, ça prend, tu sais, Mais non, c'est si t'as clair. pas assez de professionnels, si les postes sont pas dotés, si les professionnels sont pas formés pour travailler en première ligne, autres que les médecins, tu sais, là, ça marchera pas non plus. C'est pour ça qu'on dit cohérence. Si on veut que les médecins ou les EPS prennent plus de patients, c'est beaucoup dans l'air du temps, ben, il faut rehausser les équipes interprofessionnelles, il faut travailler sur l'équipe. Mais tu sais, ça, c'est pas juste prenez plus de patients. Tu sais, actuellement, si on inscrit collectivement sans plus de capacité, ces patients-là n'auront pas plus de rendez-vous. c'est ça, parce que si moi, j'ai une infirmière clinicienne qui voit mes diabétiques, ben, ça diminue mes visites à moi, ce qui ouvre des plages pour des visites urgentes, par exemple, ou, puis, tu sais, on n'en a pas parlé encore, mais moi, j'aimerais ça vous entendre sur les agents administratifs, là. Des fois, j'ai l'impression que si on a des agents administratifs efficaces, ben, ça pourrait nous rendre beaucoup plus efficaces. Tu sais, c'est tous les gens autour, puis on a parlé beaucoup de le médecin de famille ou l'IPS, mais ça marche pas, là. On n'est pas tout seul avec les gens dans le système, là. On a besoin de tous ces gens autour de nous pour qu'on puisse être efficace pour avoir ces plages libres, dans le fond, pour voir du monde. Oui, en fait, on parle, on creuse pas tellement aujourd'hui, là, tu sais, la composition de l'équipe de soins. Mais il y a beaucoup de littérature et tu as tout à fait raison. Le rôle des agents administratifs, bon, il y a même des assistants médicaux dans certaines provinces qui commencent aux États-Unis, mais il y a toute une littérature qui est beaucoup américaine, faut dire, mais qui montre que il faut des ratios, là, ça prend des agents administratifs, là, tu sais, pour aider à être efficace et tout. Ce qu'on se rend pas compte, c'est que souvent, dans un écosystème de continuité de soins, tout le monde connaît les patients, la jante administrative aussi. Et donc, puis l'infirmière clinicienne qui voit l'infirmière qui voit tes patients diabétiques est une personne importante pour le patient. Si le patient est capable de parler à l'infirmière quand ça va mal, qu'il connaît, pas besoin nécessairement de te parler à toi, vous travaillez en équipe, mais on est dans un écosystème de continuité. Mais il faut le vouloir parce il faut vraiment faire exprès pour que ça soit toujours la même infirmière ou que les gens, tu sais, il faut vraiment le valoriser. Donc, si on veut, on voulait, on en a déjà parlé, là, donc, sur cet enjeu, parce que c'est cette continuité entre les épisodes hein, qui crée
Le fait qu'on va plus vite sur les diagnostics, que des fois on prescrit différemment, on prescrit moins de tests, etc. On en a déjà parlé, mais je voulais faire une analogie parce qu'on est médecin et il y a une relation dose-effet. Mylène en a un petit peu parlé. C'est ça qui est fascinant sur cette question de continuité là, de l'expérience. C'est vraiment mesuré, puis ça se répète. Si un patient a moins que 50% d'expérience de continuité dans le même milieu avec des professionnels qu'il connaît, tu ne vois pas l'impact sur la prévention, tu ne vois pas l'impact sur les visites à l'urgence, tu ne vois pas l'impact. L'impact commence à apparaître quand tu mesures à peu près 50% de continuité, puis il atteint son maximum à 80% de continuité. Puis après, là, même si tu as 85-90, tu n'as pas tellement d'effets ajoutés. En fait, ce que ça montre aussi, jusqu'à un certain point, c'est qu'on ne parle jamais de 100% de continuité. Mais comme on le sait, en épidémiologie, les gens ont eu la formation en épidémiologie, la relation dose-effet, c'est un des éléments qui montre la force de l'association. Donc, pour la continuité, puis là, il y a même des données là, qui peuvent te montrer. Mais donc, moins que 50% d'expérience de continuité, tu n'as pas d'effet, tu vas avoir plus de visites, etc., à l'urgence, etc. Ça, jusqu'à 80%, c'est à peu près le top. Puis après, même si tu en as un peu plus, du point de vue des patients et du système, euh, ben, tu as pas mal atteint ton maximum d'effet de ta continuité que ta clinique arrive à donner finalement à tes patients. Fait que, moi, je veux juste soulever là, ce qui se passe dans cette diapo pour les gens qui nous écoutent, qui ne voient pas. Ça, c'est une diapositive qui dit c'est une synthèse des données probantes, bénéfices de la continuité relationnelle. Je pense qu'on pourrait appeler notre podcast la magie de la continuité, mais dans le fond, on a 8 études qui montrent que ça améliore les soins préventifs, 11 études qui montrent que la continuité relationnelle, les patients sont satisfaits. Euh, et meilleure satisfaction aussi dans les professionnels. 13 études qui montrent qu'il y a des meilleurs résultats issus de santé. 61 études qui démontrent une diminution des visites à l'urgence puis dans les hospitalisations. C'est incroyable. Dans la mortalité, 11 études qui montrent que ça diminue la mortalité. Ben ça, franchement, c'est incroyable. Quand tu as une continuité relationnelle, les gens vont moins aux urgences puis meurent moins. C'est incroyable. 16 études qui montrent des économies de coûts, qualité, expérience patient, meilleur auto-soin et adhésion. Puis j'aimerais ça dire ici, j'ai un mentor qui me dit The gift of family medicine is that the patient comes back. Hein? Tu sais, c'est comme le cadeau de la médecine familiale, c'est que le patient revient. Fait que si t'es pas ça, puis tu sais, on n'a pas parlé, mais t'as mentionné, Marc-Dominique, un peu cette histoire de on fait moins de tests, tout ça, ben, il y a toute l'incertitude, puis on peut parler aussi de choisir avec soin, ben, quand on connaît mieux les gens, on est peut-être moins pressé à faire plein de tests inutiles, on connaît les gens, on peut laisser le temps passer, tout ça, et tout ça, finalement, parce que quand on fait moins de tests, ben, on parle pas seulement d'environnement, tout ça, mais on sait hein, qu'un médecin de famille avec une continuité relationnelle, c'est aussi quelque chose qui est bon pour l'environnement, mais pour les gaz à effet de serre. Mais il y a cette histoire de on fait moins de tests, puis ça, on fait moins mal à des gens quand on fait moins de tests aussi. Là. Fait que tout ça va dans la continuité aussi. Puis Emma, au début, Marie-Dominique, il y a un mur de données probantes pour soutenir les bénéfices de la continuité relationnelle. C'est exactement ça. Puis il faut repréciser aussi que c'est vraiment une valeur des patients. L'expérience patient est meilleure quand tu as de la continuité. Ben, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne un petit moment pour dire que on est donc bien bon, les médecins de famille. Là. Quand on voit nos patients, regarde qu'est-ce que ça fait là, quand on est capable de voir nos patients puis on les connaît, on sauve des vies. Hein? On le dit pas assez, mais parce que, tu sais, le cardiologue là, qui fait le pontage, tout ça, il a l'impression de sauver des vies, mais on n'a peut-être pas assez l'impression qu'on sauve des vies, mais pour de vrai, une première ligne qui est forte et bien organisée, ça sauve vraiment des vies. On est des acteurs clés là, dans un système de santé en santé. Tout à 11 fait. études sur 11 le démontrent sur la mortalité, les effets de la continuité sur la mortalité. Tout à fait. Puis Donc cette ça, dernière diapositive, là aussi, juste c'est que, non, celle avec les chiffres ici, euh,
Puis ça, des fois, c'est difficile, puis il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas, puis c'est même remis en cause. C'est que même chez des gens relativement en santé ou qui n'ont pas de grands besoins de santé, on va le dire comme ça, on a tous des besoins de santé dans nos vies, mais ça vient la diapo qui est là, ça vient de l'Alberta, on dira l'Alberta, mais ils ont beaucoup de données, puis ils les valorisent, mais ils ont comparé des gens, ils n'ont pas d'inscription là en Alberta, juste pour être clair, mais ils sont capables de savoir si les gens ont, ils appellent ça être attachés, ils ont affilié, ils voient généralement, ils vont la même personne ou le même endroit. Donc, on voit ici que il y a vraiment une diminution des visites à l'urgence chez les personnes en santé qui ont une affiliation élevée. C'est le double des visites, c'est pas des farces, là. Quand tu regardes les chiffres, là, 53 000 par un certain, là, je ne sais plus trop combien de mille de population, mais bref, versus 140 000 pour des gens en santé qui ne sont pas attachés. Parce que quand tu n'es pas attaché à une personne, à un endroit, ben quand ça va mal, c'est l'urgence. Ben, Et les c'est fameux sûr. P3, les fameux P4, P5, c'est là que ça se passe. Donc, c'est un mythe de penser que c'est juste les gens qui ont des gros problèmes de santé qui bénéficient d'être affiliés à un milieu de soins puis avec un professionnel. Ben, ça, c'est Parce clair, que hein. Puis je pense que ben, les gens, ils ont ça été vaut un la peine peu de le dire quand même, là, ils oui. ont un peu été indignés avec cette histoire des pastilles vertes, puis on va moins les prioriser dans une inscription. Les gens, ils se sont indignés avec ça. Puis pour les gens qui sont pas au Québec, qui nous écoutent, ben tu sais, on a eu une discussion de les gens en santé, justement, est-ce qu'on va moins les prioriser dans l'inscription qui est le mécanisme d'affiliation qu'on discute ici au Québec. Mais fait que là, ce qu'on dit ici, c'est que quand des données que des gens en santé, ben ça les avantage d'avoir une continuité relationnelle. Puis moi, je peux te dire, c'est clair, là, je parle d'une expérience patient. J'ai une maman, je la vois souvent avec ses enfants, mais elle, je la vois très, très, très peu souvent. Puis là, ben, elle a vécu de l'intimidation au travail, puis elle a fait un petit épuisement, puis on a réglé ça en 2 visites, mais je la connaissais bien, fait que j'ai pas été, mettons, je l'ai cru, là, puis, tu sais, on devrait toujours croire nos patients, mais tu sais, je la connaissais bien, là, je savais que, oh, elle est vraiment pas bien, hein, fait que puis ça a fait que le traitement était efficace aussi, là. Puis peut-être c'est à la consulter dans un sans rendez-vous, ça aurait été complexe, là, son histoire, là, tu sais, fait que on le sait, ça, nous, les médecins de famille qui pratiquent, là, on le vit, là, sur le terrain, puis je pense que la population, c'est important qu'ils sachent aussi, là. Mylène, est-ce que tu veux nous parler un peu d'équité en santé? Ben, en fait, l'équité en santé, c'est fondamental, là. On a souvent tout le temps la même image de baseball, mais tu sais, on n'a pas les mêmes capacités pour même consulter. On sait, les gens qui sont plus défavorisés, ils ont même moins de chances d'avoir un médecin de famille, ils ont des gradients beaucoup plus complexes. Fait que c'est vraiment l'idée que ceux qui ont le plus de besoin d'aider les aider à naviguer, les aider les barrières linguistiques, les barrières. Alors, on a une responsabilité de système parce qu'on peut pas, si on veut aider les plus vulnérables, il faut adapter une offre de service pour aller les chercher. Fait que c'est vraiment cet enjeu-là qu'il faut réfléchir. Fait que c'est vraiment important. Fait que je pense que Moi, l'équité est au centre de nos politiques. Il faut réfléchir pour développer des modèles adaptés. Même, il y a mettons, des groupes de population, mettons, même les immigrants au niveau linguistique. Il faut adapter nos modèles. Le modèle même GMF n'est pas pour tous. Faut réfléchir à des modèles adaptés pour certains groupes de patients. Faut être proactif pour aller chercher. Fait que des c'est populations vulnérables, principal. je pense que c'est intéressant, ça. Puis je réfléchis, moi, j'ai une pratique avec des demandeurs d'asile, mais ces gens-là, ils n'ont pas de RAMQ, fait qu'ils seront pas inscrits, hein. Fait que, tu sais, peut-être un angle mort de l'inscription qui n'est pas la panacée pour toute la filiation de tout le monde. Puis là, quand on a des populations complexes et vulnérables, comment est-ce qu'on va, de façon équitable, parler? Parce que là, on vient de voir la continuité, ça sauve des vies. Fait que, tu sais, il va falloir réfléchir à ça, je pense. Oui, puis même Oui. puis même dans notre modèle, quand on organise nos soins, si on faut que tout le monde appelle à telle heure, il faut avoir des modalités qui permettent
ces adaptations-là. Puis il faut les garder comme décideurs aussi, que faut avoir un modèle principal peut-être pour la majorité, puis après permettre ces adaptations. Et même, on dit souvent même que nos GMF qu'on appelle branchés dans notre communauté, dans la proximité, ben, ils ont des caractéristiques différentes selon où est localisé, ben, de s'assurer qu'il y a des liens, justement, même on revient là, d'être les organismes communautaires pour aller vraiment de répondre aux besoins selon les caractéristiques locales. Tu sais, moi, où tu pratiques, là, vous avez justement des communautés avec des caractéristiques particulières. Même, on dit des fois d'avoir, tu sais, à Montréal, de l'aide au niveau de la traduction. Fait que ces éléments-là qu'il faut adapter versus tu es en Beauce. Moi, je viens de la Beauce, avec les agriculteurs, c'est pas quelque chose qu'on va développer nécessairement à Montréal, mais c'est là qu'il faut être branché sur notre communauté pour répondre puis être adapté selon leurs besoins. Oui, tout à fait. Puis une chose qui est très importante à dire clairement, l'accès à des soins de première ligne est un facteur de réduction des inégalités en santé. C'est vraiment important de le comprendre parce que ce qu'on sait, hein, c'est que notre santé est d'abord et avant tout déterminée par des grands déterminants sociaux, l'équité, et sur lesquels c'est pas facile d'agir, l'éducation, le travail et tout. Et le système de santé, sa manière d'assurer l'équité, c'est d'assurer l'accès à des soins de première ligne pour tous adaptés. Donc, c'est un facteur de réduction des inégalités en santé. Puis ici, si on regarde, il n'y a pas beaucoup de données, hein, c'est pas facile de trouver des données adaptées, mais dans un rapport que l'INES a publié en 2022 sur les populations inscrites, non inscrites, etc., là, et puis dans les GMF, bien déjà, on voit quand même émerger que donc au Québec, où en principe il y a une politique d'accès universel, où il ne devrait pas y avoir d'impact des caractéristiques socio-économiques des personnes dans leur expérience de soins. Il est clair que même au Québec, comme le disait Mylène, et ici il y a des chiffres, que la proportion de gens de vulnérabilité matérielle et vulnérabilité sociale est plus grande dans les clientèles orphelines comparée à des clientèles inscrites, par exemple, sur la vulnérabilité matérielle qui est autour du salaire, différents éléments, donc on va dire matériels, là. 17% de la clientèle inscrite en GMF est défavorisée, alors que 22,5% de la clientèle orpheline l'est. Donc, il y a plus de gens orphelins. Donc, même donc au Québec, alors qu'on se targue d'avoir une politique d'accès universel, ben, les personnes qui sont défavorisées matériellement et socialement ont des enjeux réels d'accès à la première ligne en temps opportun. Donc, ça c'est nous concerne normal aussi. comme société qu'on soit très, très préoccupé par ces gens-là qui n'ont pas accès, là. Exact, c'est ça, Ouais. tout à fait. Alors, bon, ben, Emma, maintenant, on va parler parce qu'on le sait, là, les citoyens sont au cœur de notre système. Si on veut faire des transformations, la perspective des patients, elle est plus qu'importante, elle est indispensable. Alors, il y a eu un projet qu'on appelle Nos soins, qui est une initiative pan-canadienne qui était justement l'idée, on veut faire des transformations des soins primaires. C'est quoi les valeurs, les priorités des citoyens par rapport à cet élément-là? Alors, il y a eu un sondage qui est fait à travers le Canada. Il y a eu environ 9000 Canadiens qui ont répondu, dont 1000 Québécois. Puis il a été refait cette année, fait qu'on a la version 2 qui sort la semaine prochaine. Mais c'est vraiment là, qu'est-ce que ça dit? C'est que les patients sont... En fait, l'importance des soins interprofessionnels et d'avoir un professionnel qui nous connaît, là, c'est à travers le Canada, ça revient. Et au Québec, c'est moins intéressant, mais les Canadiens sont ouverts à être suivis par une équipe interprofessionnelle. Je dis que c'est moins intéressant, c'est parce que nous, c'est quelque chose qui, d'emblée, un fondement, le modèle GMF existe depuis 2002, fait que les Québécois et les Canadiens sont ouverts d'être suivis dans une équipe interprofessionnelle. Puis ça, c'est quelque chose qui est un message pan-canadien, mais ici, c'est parce qu'il y a moins de variations, on s'y attendait. Puis c'est important, là, en fait, ça dit les mêmes choses que les évidences scientifiques. Les répondants, ils veulent avoir quelqu'un qui les connaît, mais ils sont aussi prêts à être suivis par une IPS. C'est quelque chose qui ressortait. Est-ce que vous êtes ouvert? Parce qu'on parle beaucoup des médecins de famille. 90% des Canadiens sont ouverts à être vus par une IPS. Puis
Ils veulent avoir surtout aussi l'accès à leurs informations cliniques, c'est quelque chose qui est ressorti aussi. Les patients demandent d'avoir accès. On est en 2026 puis c'est un élément qu'on pourrait vraiment améliorer. Les patients c'est ça. Fait que puis ils veulent C'est-à-dire, avoir Mylène, ils veulent avoir accès eux-mêmes à leurs données ou ils veulent ouais, que les ils veulent avoir accès à professionnels... leur information clinique d'eux-mêmes, là. Tu sais, comme on le dit toujours, moi, là, mes services bancaires, j'ai toutes mes informations. Je voudrais avoir accès à mon dossier médical. Puis ça paraît un peu utopique, mais c'est pas quelque chose de si fréquent. Puis dans l'enquête qui vient de sortir, justement, qui va être publicisée, on a un peu nos résultats de laboratoire, mais après, là, les patients qui ont accès à leur information clinique, là, c'est vraiment très variable, puis il y a peu d'informations partagées. Alors, Emma, tu peux aller peut-être à l'autre diapo, qui est vraiment, là, qu'est-ce qui s'y ressortait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 35 Québécois qui ont donné de leur temps ils ont donné 40 heures de leur temps pour identifier ça serait quoi les priorités au Québec pour les soins primaires. Alors, ils ont eu, je vous épargne le processus, mais ils ont eu deux week-ends de formation, sont venus 3 jours à Montréal de toutes les régions représentées, les sous-groupes de population, puis ils ont identifié les priorités pour le Québec, puis ça a été fait 2 ans avant le comité d'experts, puis c'est très convergent dans les recommandations. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour le Québec en soins primaires? Les Québécois recommandent fortement d'avoir une gouvernance décentralisée, justement, que les soins au niveau territorial répondent aux caractéristiques. Tu sais, on disait toujours, on a des variations. Les Québécois veulent qu'il y ait cette gouvernance au niveau local. Ils veulent qu'on puisse développer de la flexibilité des innovations, pas juste un modèle pour tous, mais vraiment que les modèles soient adaptés selon leurs besoins. C'est un message fort que pour eux, il faut investir en ressources humaines dans les modèles de première ligne. Tu sais, c'était quelque chose qui revenait que oui, médecins de famille puis infirmières, il n'y en a pas assez, mais tu sais, ils disaient si c'est pour moi dans un système universel, c'est le premier contact, il devrait avoir des équipes dotées puis il devrait avoir de l'investissement. Le modèle interprofessionnel, c'est vraiment quelque chose qui ressort très, très fort, puis de la continuité. Je pense que ça aussi, là, on en parle, la magie de la continuité, mais la voix citoyenne, ils veulent quelqu'un qui les connaît, cette relation, dans des équipes interprofessionnelles. C'est pas très surprenant, mais dans les autres provinces, on est très avancé sur les équipes interprofessionnelles au Québec. C'est pour ça que je pense qu'il faut le ressortir, notre modèle de base. Pharmacien fait partie de notre modèle de base, travailleurs sociaux. Alors, on est très avancé, mais les Québécois, ils tiennent à avoir cette équipe intramuraux là, ou sur le territoire. Là et d'avoir cette promotion d'un système de santé public. Ça aussi, c'était très, très fort. Les gens disent, c'est un système universel, on ne devrait pas payer pour des soins primaires. C'est très fort au Québec. Puis dans l'enquête Nos soins, où il y a eu justement 1000 Québécois, c'est au Québec que les personnes rapportent payer directement de leur poche pour des soins qui sont inclus justement accès aux médecins de famille. Fait que ça, c'est très préoccupant. Puis il réitérait l'importance que il faut pas mettre une barrière financière. Puis là, mais là, on le sait, s'il y a des problèmes importants d'accès, on le fait tous. Moi, mes amis disent, ben, j'ai payé au privé parce que j'avais pas accès. Fait que là, je pense que c'est quelque chose qu'on valorise. Faut s'assurer qu'on donne ces services-là. Puis il y avait aussi une préoccupation que les cliniques et les soins primaires qu'il n'y ait pas de barrière linguistique ou qu'ils soient vraiment adaptés culturellement, là. Fait que c'était vraiment quelque chose que les citoyens nous rappelaient. C'est Et intéressant que peut-être la ce qui ressort dans les citoyens, ça cadre avec aussi les données probantes d'un système fort. Ça répète un peu. Fait que les gens, intuitivement, ils savent qu'est-ce qui marche. En fait, effectivement, parce que moi, je regarde les recommandations de notre groupe d'experts, puis ça se ressemble, c'est 2 ans plus tard. Puis là, ici, c'est vraiment les citoyens qui ont écrit eux-mêmes les recommandations, que si vous voulez, là, il est accessible en ligne. Ça a été vraiment un processus citoyen qui était avec l'Institut du Nouveau Monde pour vraiment que ça soit c'est eux qui ont recommandé. Puis on revient vraiment au même fondement que les données probantes recommandent. Alors, je pense que ces voix-là citoyennes ou de données probantes, c'est ça qui devrait être influencer notre organisation, nos politiques. Là, actuellement, on met toutes les discussions puis l'énergie sur changer le mode de rémunération. C'est important, mais c'est pas le grand chantier qui ressort, là. Mais c'est ce que vous dites depuis le début, c'est une pièce du puzzle, puis il y a beaucoup de pièces, puis il faut qu'ils s'alignent ensemble. Là. Fait, puis c'est intéressant tout ça. Puis je
suis intéressée de voir que les patients, ils tiennent aussi un système public, puis qu'ils voient, hein, parce que des fois, on est moins sensible, là, comme médecin, on prescrit des choses, mais on n'est pas au courant de qu'est-ce qui est la vraie facture derrière. Mais tu sais, il y a des choses qui marchent pas bien, là. Une colonoscopie, tu as des sous à payer pour faire ta colonoscopie. Il faut que tu achètes ton Go-Light, puis tout ça, puis ça coûte 60$. Puis là, c'est comme pas tout le monde qui peut aller faire ces tests-là. Puis il y a des médicaments qui coûtent, puis da. Fait que c'est intéressant que les patients, ils tiennent, puis ils lèvent un peu un drapeau aussi sur ce genre de trucs-là. Marie-Dominique? Ouais, je voulais juste renforcer, parce que j'ai eu le privilège de participer à cet effort-là. C'est assez impressionnant. Puis ça m'avait frappé beaucoup, puis je pense au Québec, comment les citoyens étaient ouverts à cette approche en équipe aussi. Et des fois, les médecins disent, ah, le patient veut pas voir l'infirmière, les patients veulent pas ci. Je pense que des fois, les médecins ne donnent pas le crédit aux citoyens puis aux usagers de leur ouverture à d'autres approches. Et peut-être que c'est parce qu'on leur explique pas non plus comment on travaille dans le fond puis qu'on les rend pas visibles. Il y a encore énormément de gens, puis je pense dans l'étude Nos soins qui va ressortir, parce que j'ai aussi vu les résultats. On voit qu'il y a des gens qui sont inscrits en GMF ou dans des équipes qui savent même pas qu'il y a des infirmières, qu'il y a des pharmaciens dans leur clinique. Ils savent même pas encore les heures d'ouverture, puis ils savent pas qu'il y a des fois des choses qui sont ouvertes le samedi et le dimanche. Donc, les citoyens sont ouverts, mais encore faut-il quand même qu'on leur explique nous, comment on fonctionne et que ce soit clair et que ce soit pas non plus inatteignable. Mais le Je grand pense que message c'est de nos intéressant, soins, ça. c'est l'ouverture des usagers à tous ces nouveaux modes-là. Ça, c'est frappant. Puis peut-être que ces gens-là qui disent est-ce qu'ils seront pas ouverts, tout ça, peut-être qu'ils craignent une baisse dans la continuité relationnelle, mais ce que vous montrez depuis tantôt, c'est que on peut travailler en équipe, mais quand même garder cette continuité relationnelle. Puis moi, c'est ce que je vis, là. Je veux dire, mon patient diabétique, il voit tout le temps la même infirmière, mais que là, quand il y a un bobo, il vient me voir, mais quand même, je le connais bien, puis tout ça, puis on travaille, puis on a des fois, on a des réunions multidisciplinaires pour parler des patients, puis tout ça. Tout à fait. Puis, Emma, les patients nous disent, moi, là, le modèle futur de soins primaires, c'est des équipes interprofessionnelles. C'est ça qu'ils nous dit aussi, puis il faut les doter. Peut-être un élément intéressant, c'est qu'à travers ces enquêtes, ces forums citoyens qu'il y a eu dans 5 provinces, il y a eu ce sondage national que 9000 Canadiens ont répondu. Il y a eu des standards, un peu une analyse transversale de la voix citoyenne canadienne. Puis il y a eu on appelle les standards Nos soins, mais c'est encore une fois, là, c'est d'avoir une affiliation une relation avec un professionnel, de la continuité puis l'accent de temps opportun, être intégré dans sa communauté, d'avoir que les organisations soient liées de proximité, qu'il y ait une imputabilité communautaire, c'est que les cliniques qui répondent aux besoins de leur territoire, voyons, on donne, si on ajoute des ressources, ben, il faut avoir des retombées, mais pas juste, collectives. Les patients, là, ça c'est important, ils veulent, puis ça c'est à travers le Canada, ils veulent accès à leur dossier médical, avoir de l'information. C'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est une demande, puis là, ben, il faut voir comment on peut le faire. Fait que c'est vraiment les standards, nos soins, c'est pour orienter les politiques. C'est les standards que l'Ontario se donne, puis c'est leur réforme est calquée ou est basée sur ces grandes orientations-là. Fait que c'est le message qu'on retient. Puis je pense que nous, on dit toujours notre vrai nord. Il faut rappeler l'inscription qu'on a dit, Marie-Donnée, inscription ou affiliation. Ils veulent cette relation. C'est ça qu'il faut retenir. Après, au niveau de la politique, on pourra décider, là, mais cette relation avec une personne qui nous connaît, c'est extrêmement important pour les patients. Puis ça devrait être le standard, puis le grand nord, l'étoile nord qui nous guide. Alors, maintenant, on va prendre quelques minutes pour parler, bon, ben, qu'est-ce qu'on apprend des autres juridictions ou pays. Puis je pense qu'on a décidé pour les fins pédagogiques, de parler de deux modèles. On peut aller directement à l'autre, là. Deux modèles qui on parle beaucoup. Fait que peut-être mieux comprendre ces modèles-là pour s'inspirer.
Puis peut-être avant d'emblée, là, si on prend juste des caractéristiques d'un modèle inspirant, puis après, c'est pas cohérent dans notre propre contexte, c'est là nos erreurs. Puis probablement, c'est les erreurs aussi du passé, là. On s'intéresse énormément à l'Angleterre. Pourquoi on s'intéresse à l'Angleterre? Notamment parce qu'eux, ils ont une inscription collective. Et ça résonne parce que c'est vraiment quelque chose qu'on discute énormément. Mais ça s'inscrit dans un contexte que l'Angleterre, leur modèle prédominant, c'est vraiment des groupes de médecins qui travaillent avec d'autres professionnels, mais ces groupes-là qui ont une inscription collective, ils ont une contractualisation avec l'État, puis c'est très, très important parce que la contractualisation, c'est en échange du nombre de patients inscrits à cette organisation-là. Et là, il y a des attentes, il y a des bonus même à la performance, mais collective. Alors, c'est de la manière que ça fonctionne, c'est le modèle prédominant actuellement. Puis au niveau après territorial, ils ont, il y a des contractualisations selon, bon, ben, vous prenez ces patients-là, c'est de proximité aussi, c'est vraiment lié à ton code postal, mais dans un contexte qui a un équilibre offre-demande, qu'il y a assez de médecins de famille, en tout cas jusqu'à tout récemment. Si tu n'as pas patient orphelin, c'est plus facile à gérer un peu ces contrats-là. Et ils ont une infrastructure de données importante, dont un sondage patient obligatoire aux 3 ans. Je pense qu'il était aux 2 ans. Mais ça, c'est intéressant. C'est une source d'information importante, les sondages patients, pour s'améliorer. Et c'est quelque chose qui est dans leur infrastructure. Alors, Mais est-ce peut-être que que l'Angleterre, est-ce que c'est un gâteau qui goûte si bon que ça? En fait, c'est un gâteau qui était excellent à l'époque, puis là, il commence à être moins sucré qu'avant. D'une part, le modèle qui est valorisé, justement, cette contractualisation avec ces groupes de médecins-là, ça commence à être un modèle délaissé par les nouveaux médecins. Pourquoi? C'est parce que c'est des modèles aussi d'entrepreneurs. Ils prennent les risques financiers. Tu sais, le groupe se partage les revenus. Puis quand je dis je partage les revenus et les dépenses, c'est vraiment avec cette contractualisation. Mais là, les nouveaux médecins ont moins le goût de cette prise de risque. Alors là, il y a tout un départ. Puis il y a à peu près, je pense, 20% des nouveaux médecins qui vont sur un modèle salariat. Puis là, ça l'effrite justement ce modèle-là un peu contractuel. Voici les balises, vous avez tant de patients. Puis là, eux, ils s'organisaient, puis c'est très bien. Les autres professionnels qui existent sont employés de l'organisation qui est le groupe de médecins. Là, c'est vraiment une pratique de groupe aussi. Tu sais, après, collectivement, ils s'identifient des professionnels répondants, là, mais c'est le groupe qui s'organise, prise de risque financier, puis ils se partagent les revenus entre eux. Fait qu'ici, actuellement, si on dit on s'inspire de ce modèle d'Angleterre, parce que c'est ça qu'on veut faire, à quel point on va vouloir partager les revenus, les risques, avoir une réelle pratique de groupe. C'est pour ça que c'est extraordinaire si on prend ce modèle-là, mais c'est vraiment une pratique de groupe très grande. Puis là, actuellement, les jeunes, il y en a beaucoup qui délaissent ce modèle d'entrepreneuriat du groupe. Parce qu'ici, on a des groupes, mais qui n'ont pas nécessairement un partage si grand, surtout pas des revenus, des dépenses. Puis là ici aussi, on a la contractualisation directe avec le groupe. Fait que je pense qu'il est inspirant. Il y a aussi une infrastructure de données très importante, dont quelque chose qu'on pourrait s'inspirer, c'est l'idée d'avoir des sondages patients comme source d'information pour s'améliorer. Ils suivent des indicateurs aussi. Tu sais, on en a parlé beaucoup des indicateurs, mais là, on mélangeait ça avec les bonus à la performance, ou même si c'était même pas des bonus, on perdait des revenus si on n'atteignait pas des cibles. Si on est dans une autre philosophie. Je pense qu'il faut avoir des indicateurs, ça fait consensus. Il faut qu'ils soient utilisés pour des fins d'amélioration, ou de voir, ben écoute, on contractualise, voici les attentes minimales dans une vraie contractualisation. Je pense que c'est à développer. Actuellement aussi au Québec, c'est qu'on a historiquement la rémunération des médecins, il y a une partie qui finance l'infrastructure de la clinique, puis ça fait énormément de bruit. Tu sais, le 30% sur l'acte qui est pour payer la clinique au Québec, c'était mal fait. Là, on essaye de dissocier ça, ce qui est une bonne idée, mais il ne faut pas le dissocier en assumant une perte de revenus individuels. C'est là que, tu sais, si tu dis, OK, on le dissocie, fait que demain matin, les médecins ont 15% de moins de revenus, ça ne marche pas. Tu sais. C'est là qu'il faut réfléchir dans cette transition-là. Mais actuellement, on a une incohérence, ça fait du bruit de payer l'infrastructure des GMF à travers une rémunération individuelle. C'est complexe. Fait que c'est quelque chose qu'il faut adresser. Mais je vais arrêter là. La Suède, c'est un autre élément parce qu'on en parle énormément. C'est un modèle de salariat.
Une très grande distinction, c'est une organisation, c'est la responsabilité est au niveau des municipalités. Fait qu'on, tantôt, les patients nous rappelaient la décentralisation, la gouvernance. Là, ici, c'est très décentralisé, une participation municipale, modèle de salariat, avec c'est des plus petites cliniques aussi, la Suède. C'est des inscriptions à une clinique. Encore une fois, c'est pas au niveau individuel, mais c'est vraiment c'est au niveau des petites organisations, une équipe interprofessionnelle, une gouvernance de proximité. Il y a un grand contrôle dans l'établissement des nouvelles cliniques. Je pense que c'est un beau modèle. Là, c'est sûr que vouloir faire ça, on part avec plein de composantes qui n'existent pas. Fait que je pense qu'il faut s'inspirer. Ce qui est, oui, oui, vas-y, Marie-Dominique. L'inspiration, gouvernance de proximité, lien avec les municipalités. Marie-Dominique, je te laisse En fait, compléter. juste pour dire là, pour la Suède, en fait, c'est que c'est le modèle, vraiment, c'est pas le modèle de l'entrepreneuriat, c'est un modèle inspiré, c'est comme nos CLSC, c'est-à-dire l'infrastructure où sont les médecins payés à salaire avec les infirmières appartiennent à l'État. Donc, tandis qu'en Angleterre, c'est comme un peu nous, les cliniques appartiennent aux docteurs. Donc, tu sais, parle de ça. Donc, on est dans un modèle qui ressemble beaucoup, dans le fond, à ce qui est le modèle a été beaucoup le modèle des CLSC. On sait que les médecins ne sont même plus à salaire en CLSC, donc c'est la rémunération mixte. Donc, voilà, mais c'est pas juste que mais c'est vraiment, c'est un modèle qui ressemble à nos CLSC avec une infrastructure de béton qui appartient à l'État où sont les cliniques de première ligne. Puis c'est un En fait, aux excellent municipalités, aux municipalités. C'est une Ça municipalité, appartient à puis la c'est un excellent point, Marie-Dominique, parce que, tu sais, du jour au lendemain, là, on est incapable de, même si on voulait acheter les cliniques médicales, là, on n'a pas, ça pourrait pas arriver. Mais des infrastructures publiques, modèle salariat, plus petite taille avec une participation municipale très grande. Fait que c'est quand on parle beaucoup, faut faire comme la Suède, là. On a énormément de caractéristiques divergentes que ça serait très, très difficile d'ici 50 ans de le faire. Fait que je pense que on peut s'inspirer, trouver ça bien agréable, mais je vois pas beaucoup d'éléments qu'on peut reproduire dans notre système. Fait que, Mais c'est intéressant, on dit que on est loin de là, mais on a déjà été proche. Si le modèle CLSC avait été un modèle qu'on allait mis à l'échelle pour tout le monde, là, on aurait été proche du modèle de Suède, non? puis on peut encore en rêver parce que le modèle théorique des CLSC en 1970, c'était extraordinaire. Sur théorie, là, c'était des modèles ancrés dans la communauté, équipe interprofessionnelle, avec un modèle salarial. Le problème, c'est que les médecins n'ont pas adhéré à ce modèle-là. Ils n'ont pas adhéré au modèle salarial. Alors, les CLSC, on a fini que c'était pas des cliniques médicales, à l'exception, mais c'est des soins à domicile, deuxième ligne, pédiatrie, tout ce qu'on connaît. Mais le modèle soins primaires, c'est exceptionnel, les cliniques qui le font. Alors, c'est pas le modèle prédominant. Et, fait que, dans le fond, Je pense qu'on va on en l'a. parler tantôt parce que vous allez nous faire un petit cours d'histoire tantôt, mais je trouve ça intéressant comment le modèle CLSC versus le modèle JMF entrepreneuriat, il y a quelque chose de très gros dans un différence philosophique dans ces modèles-là. Puis en tout cas, moi, je me pose la question, spontanément, j'ai l'impression qu'un modèle plus CLSC-État est plus cohérent avec un système de santé publique universel. Je serais curieuse de vous entendre sur comment le modèle entrepreneuriat aussi peut être cohérent avec un système de santé publique. Ben, en fait, je pense que c'est la pluralité de modèles. L'histoire, on va en parler après, mais notre réseau GMF a été développé en réaction à un peu pas le modèle échec des CLSC pour faire un compromis pour amener l'interprofessionnel d'autres professionnels dans des organisations privées. On va en parler après. Je pense que ce qui est important de retenir, on parle énormément du modèle suédois, gardons-le comme étoile inspirante, mais il y a beaucoup de caractéristiques qu'on est loin de mettre en place. Ouais, ça, c'est un gâteau au chocolat alors que nous, on est à la vanille, Mais là. en On est même comme temps, pas du tout dans oui, le puis même truc, là. un gâteau au chocolat, mais ils ont aussi leurs problèmes, là. Tu sais, justement, oui, en là, actuellement, fait, la discontinuité est plus difficile. Ils n'ont pas de professionnels attitrés. Tu sais, leurs résultats sont pas non plus incroyables. Fait que, tu sais, oui, non, elle est c'est ça. intéressante. Puis en plus, c'est ça, ils ont aussi leurs problèmes, là. Si on va, par contre, plus près de nous, là, un modèle extrêmement inspirant, en tout cas, à mon point de vue comme chercheur, je suis extrêmement jalouse de tout ce qui se passe en Ontario, puis j'aurais pas pensé dire ça de mon vivant. Ils ont émis une réforme ambitieuse, comme on fait. Nous, on a le même problème. Ils se sont dit, on a
énormément d'Ontariens, puis énormément étant moins que nous. Ils sont plus proches de 10% des Ontariens qui n'ont pas de médecin de famille ou d'IPS par rapport à nous. Puis on dit, la base d'un système de santé primaire, acte universel, c'est d'avoir cette affiliation dans des équipes interprofessionnelles. Quand je vous ai dit les valeurs, le grand art, nos soins, les standards, alors ils se sont donné une réforme ambitieuse qui est basée sur les standards nos soins qu'on a discuté, mais de faire une réforme pour permettre l'investissement dans des modèles interprofessionnels pour éventuellement, d'ici 5 ans, inscrire tous les Ontariens à un médecin IPS dans une équipe de proximité. C'est le projet qu'il se donne. Il se donne le temps de le faire. Alors, nous, on a les mêmes problèmes, et vous avez vu qu'on a pris des stratégies différentes, un long détour pour la loi 2. Alors, pour des mêmes finalités éventuellement. Alors, si on regarde peut-être la prochaine, la stratégie de l'Ontario, il existe différents modèles. Tu sais, nous, on a notre modèle groupe de médecine familiale, les GMF, qui est notre modèle dominant. En Ontario, on a toujours dit que c'est comme la soupe d'alphabet. Ils ont comme plein de modèles différents. Des fois, c'est salariat, des fois, fait que ils ont genre 5-6 modèles dominants. Puis là, la vision, c'est qu'ils ont choisi 2 modèles, qui est le Family Health Team et le Community Health Team, pour dire c'est les 2 modèles qu'on va investir les 5 prochaines années comme stratégie pour affilier plus d'Ontariens dans des modèles interprofessionnels. Alors, c'est la stratégie qu'ils mettent. Ils créent des nouvelles cliniques. C'est basé sur ces 2 modèles-là, basé sur une analyse des besoins territoriaux. Puis là, ils investissent, ils embauchent d'autres professionnels en faisant le pari que ça va attirer les médecins dans ces modèles-là. Fait que je pense que ce qui est intéressant, puis c'est des modèles interprofessionnels, soit que c'est à capitation, à salaire dans un cas, mais avec une gouvernance. Dans un, il y a une gouvernance comme un conseil d'administration de ce modèle-là. Alors, je trouve ça intéressant. C'est différent de nos GMF, mais ça pourrait être comparable à quelques fins. Et c'est de l'inscription individuelle qui mise avec un médecin ou une IPS en complément. Historiquement, les community healthcare, ils étaient davantage sur des clientèles vulnérables avec le modèle salariat. Alors, ils misent sur 2 modèles complémentaires avec des caractéristiques différentes. Puis là, ils réfléchissent selon les besoins territoriaux. Ils ont toute une analyse pour voir où localiser ces nouveaux modèles-là. Puis ils investissent essentiellement. Ça répond un petit peu aussi à ta question, Emma, dans le sens euh, la cohabitation, donc, pour permettre de la flexibilité. Parce que les Family Health Teams, on reste dans le modèle d'entrepreneuriat dont on parle, finalement, de l'Angleterre. Puis les centres de santé communautaire sont, mettons qu'on décide, sont plus proches de nos CLSC. Ouais. Donc, ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils vont avec 2 modèles. Puis, ils rajoutent des éléments de robustesse au modèle entrepreneuriat. Des Family Health Teams demandent une gouvernance. Il va y avoir quand même de la reddition de comptes. Il va y avoir de la capitation. Ça va être mixte. Donc, ça montre qu'on n'est pas obligé d'aller juste dans une seule direction. Puis juste vraiment, honnêtement, si on voulait devenir tout en CLSC, ça a l'air de rien, mais il faudrait racheter beaucoup de cliniques médicales. Je pense que l'État n'a pas les moyens d'acheter le béton pour le moment. Donc, bref, tu sais, il y a du pragmatisme, puis dans comment les pays s'organisent, les provinces, puis aussi, ben, ce qui fait aussi un peu les traditions sociales, puis les lois sociales. Mais c'est un bel exemple, l'Ontario, d'une possibilité de 2 modèles différents, mais où tu mets les éléments qui vont te donner de la cohérence, mais tu vas avec un peu ce que tu as. Puis donc, ça laisse une flexibilité aux professionnels ou aux médecins de choisir ce qui leur plaît plus. On sait qu'il y a un mouvement pour remettre les CLSC sur la carte au Québec. D'ailleurs, il y aurait une politique qui devrait sortir. Là, on peut pas, on est au courant. Et ça, je pense que ça va être bien reçu de la population au Québec, là, mais c'est pas encore dans les cartons, là, mais ça devrait. Mais c'est intéressant parce qu'avec l'exemple de l'Angleterre, où est-ce que tu as déjà insatisfait, puis là, ils se tournent où? Alors qu'on a un modèle ontarien où est-ce qu'on a une certaine flexibilité des choix, peut-être qui vont plaire à des gens qui ont des philosophies différentes, puis... Puis, Emma, là, ça contraste parce que vraiment, la stratégie, c'est sûr que c'est Jane Philpott là, qui est la leader de ce mouvement-là, qui est une ancienne ministre fédérale, une médecin de famille, ancienne doyenne d'une faculté de médecine. Alors,
c'est extraordinaire. C'est la personne la plus inspirante pour mener cette transformation-là. Elle a de l'investissement avec Doug Ford, c'est quelque chose que c'est un plan. Fait que je pense que puis ça s'appuie sur du dialogue puis de l'engagement. Il essaie de convaincre sur une approche volontaire, participative, les médecins de famille. Alors, c'est très contrasté avec ce qu'on a vécu en 2025. Bien Ici, on est sûr, vraiment c'est un d'essayer modèle, d'encourager comment on peut vous aider. Il n'y a pas de c'est un modèle de coercitif. changement, là. On a un accompagnement au changement, on a un buy-in aussi, puis on a des bonnes personnes qui mènent la réforme pour justement avoir ce buy-in-là. Exact. Bon, là, c'est pas tout rose non plus, là. Il reste qu'il faut, tu sais, d'aller chercher des médecins pour aller dans ces modèles-là. Il y a quand même des défis, mais ils partent quand même avec une stratégie d'engagement et de mobilisation qui est pas dans le coercitif puis dans l'affrontement. Fait qu'il y a une stratégie dans la gestion de changement, puis une cohérence aussi dans leur approche, parce qu'on a l'impression aussi que nous, parfois au Québec, on a envie d'avoir la baguette magique, puis de juste comme faire une loi puis que tout change au Sans lendemain. investissement aussi, là, c'est une transformation importante, c'est la priorité. Voici le plan d'action pour y arriver sur 5 ans et non 2 ans. Et on Mhm. investit pour y arriver. Tu sais, ils ont fait le pari que pour avoir des Ontariens qui sont liés à des équipes interprofessionnelles, pour y arriver, il faut embaucher puis mettre de l'argent dans des nouvelles cliniques. C'est mathématique, puis c'est le pari qu'ils se donnent. Bon, on va Puis, arrêter de parler de... Ouais, vas-y, oui, Marie-Dominique. ben, je voulais juste aussi dire que c'est quand même une loi, si on fait des parallèles. Donc, ils ont voté une loi en Ontario qui s'appelle la loi sur les services de santé primaire. Donc, l'Ontario s'engage en créant une loi à une vision qui est décrite. Mais dans cette loi, il n'est pas question de la rémunération des médecins. Donc, c'est une loi qui porte sur un engagement, sur une vision, même sur des indicateurs. Là, on va peut-être devoir aller un petit peu plus vite, mais donc, pour faire les parallèles, donc, il y a eu une loi, donc un réel engagement, mais c'est pas, ils n'ont pas misé juste sur un mode de rémunération. Et en fait, la réalité aussi, c'est ils ont dissocié la négociation de la rémunération de leur politique de première ligne. Bref, juste pour Fait que ça, c'est dire, là, c'est intéressant ça. qu'on soulève ça parce que c'est-à-dire que on dit depuis le début, là, il faut être cohérent, c'est pas une pièce du puzzle. Fait que là, vous dites en Ontario, ils ont dit on va faire une loi sur la vision, la cohérence, et pas juste sur un morceau qui ne fait pas de sens C'est si on le prend ça, hors c'est ça. contexte. Oui, Tout à la fait. loi est 3 pages, puis la loi, c'est les standards, nos soins qui orientent la vision. Fait que c'est très Mhm. intéressant comme processus. Là, si on va peut-être à la prochaine diapo, Mais Emma. j'allais juste dire qu'il faut arrêter de parler d'Ontario parce que les gens sont déjà jaloux, ils migrent Oui, et oui, déjà, c'est ça, ils oui, tout à migrent fait, on va de... Fait arrêter. que, je sais pas, là, on a encore du bon fromage au Québec, mais je vous Mais laisse continuer. on vise le même problème avec des stratégies différentes. Ils se sont donné quelques indicateurs pour suivre le progrès dans leur transformation. Alors, tu sais, puis ça revient un peu, les indicateurs sont basés sur les standards qu'on vous a parlé, fait que c'est ce qu'ils vont suivre pour leur progression de leur réforme. Intéressant. Et je ne sais pas si on veut en parler du modèle Emma, mais tu sais, notre modèle prominent, on en a parlé, là. C'est les groupes de médecine familiale qui a été développé en 2002, qui a évolué. C'est le modèle prédominant, tu sais, c'est la clé, mais 66% de la population inscrite dans un modèle interprofessionnel. Euh, je Bon, on pense a que parlé, là, chez nous, le Québec, c'est le modèle GMF. Il y a plein d'avantages, là, l'interdisciplinarité, puis etc. Puis quand les gens ils sont dans les GMF, en général, je sais pas si je me trompe en disant, mais les gens qui sont intégrés dans les GMF, ils ont quand même un service qui est pas pire. ben, il est mieux que si t'en as pas. Il est pas pire. Puis là, après, il y a une grande variation entre les GMF. C'est ça aussi, tu sais. La pratique entre des GMF, j'ai des GMF, l'accès est extraordinaire. Et puis il y en a d'autres, ben non. Il y a une grande variation même dans des GMF entre des professionnels. Fait que là, je pense on a mis des ingrédients, on a mis des ressources professionnelles importantes. Là, je pense que c'est d'accompagner ces groupes-là à s'améliorer. On a aussi le modèle CLSC, mais le modèle CLSC, le côté interprofessionnel, c'est des CLSC GMF au Québec maintenant. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à la pluralité de modèles. Tu sais, là, il y a actuellement des modèles d'IPS qui sont en train de se développer. Je pense qu'il y a une mise en garde de ne pas recréer des modèles disciplinaires, mais on veut aller vers le multidisciplinaire. Alors, si on crée des électrons libres d'IPS autour, je pense que c'est pas non plus une voie de passage. Fait que je pense que c'est de voir dans ces éléments-là. Je sais,
Moi, je pense que Est-ce qu'on peut, oui, on arrive un peu à Oui. l'histoire, je pense. Un peu de parler de notre histoire, parce que là, on a parlé en 2002, fait qu'on, ça serait le fun d'avoir, tu sais, des fois, il faut savoir pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient, hein. ouais. Marie-Dominique, veux-tu faire un petit Ben, je 5 peux en minutes? parler Ouais, un petit vas-y. peu. Bon, mais en fait, d'ailleurs, en fait, je ne veux pas faire de. Tu verras si tu veux le dire, mais pour l'histoire, là, l'Indomptable Mammouth est vraiment très intéressant, le livre. Franchement, c'est écrit comme un Ça, c'est roman. ça mon wishlist de Noël. Oui, mais moi, je veux dire, puis juste prendre du recul. Écoute, j'ai commencé mon cours de médecine en 1971. Donc, bref, j'ai comme vécu toute cette histoire-là, presque. Mais dans le fond, bon, dans le fond, un des grands messages de l'histoire, c'est que certainement, au Canada en tout cas, le Québec a été longtemps, depuis très longtemps, un leader dans une vision de l'organisation des soins de première ligne, des soins de première ligne. Bon, et dans le fond, quelque part, on aurait tout ce qu'il faut, je pense, comme société pour continuer dans la même direction. Il y a même une histoire de ça. Je pense que c'était pour ça. Quand tu dis c'est intéressant de se rappeler l'histoire, donc, et donc, effectivement, c'est en 70 qu'a été créée cette vision des fameux CLSC, donc par le rapport Castonguay, donc le père de notre assurance maladie. Ça venait en même temps que cette création d'un système d'assurance universelle, là. Mais donc, alors que les autres provinces canadiennes passaient à l'assurance universelle, le Québec était la seule à se doter d'un réseau de CLSC avec une vision d'accès vraiment territorial et aussi quand même, et on a tellement perdu, c'était vraiment une gouvernance communautaire avec des citoyens sur des conseils d'administration. Donc, c'est juste pour dire que ça a existé, puis qu'on a certainement été, les gens venaient de partout pour voir ce système-là, qui a été délaissé et boycotté par la profession médicale, faut le dire. C'est une réalité historique, là. Je pense que la plupart des gens sont même plus vivants dans les années 70 qui étaient contre, là, mais il y a eu une grande, grande, grande résistance au salariat de la part des médecins et à ce modèle étatisé. Mais bref, il existe et il existe encore, et ça a été vraiment important. L'autre élément qu'on oublie, et là, même avec Santé Québec, là, puis là, les changements, nous sommes la seule province où les services sociaux, tous les services sociaux et les services de santé ont été intégrés dans la Ouais. création du ministère de la Santé et des Services sociaux en 1985. Donc là encore, ça montrait une philosophie du Québec qui comprenait que les services sociaux et les services de santé, ça devait être sous la même ombrelle. Ce n'est pas le cas d'aucune autre province Est-ce que tu peux canadienne nous donner un encore. exemple, Marie-Dominique, qu'est-ce qui est un Mais service? en fait, les soins à domicile, actuellement, les soins à domicile, ça compte un peu dans les services sociaux. Tous les soins de périnatalité ou les soins aux adolescents en difficulté, là, je parle pas de la DPJ, que c'est la deuxième ligne, mais euh, de voir un travailleur social en CLSC parce qu'on a une difficulté d'adaptation, c'est dans le système de santé. C'est pas couvert par un autre ministère, si tu veux. Donc, cette vision globale d'un ministère où sont intégrés les services de base sociaux et santé. Donc, depuis 85, et d'ailleurs, quand on a dit, on a créé Santé Québec, on a perdu Santé Services sociaux Québec, et c'est clair que ça donne aussi un message qu'on les services sociaux sont moins peut-être vus. Bon, il y a eu ce fameux virage ambulatoire là, il y a eu toutes ces coupes terribles dans le temps donc du parti donc de Jean Rochon quand il était ministre de la Santé. Et bien sûr, en 2000, le fameux rapport Clair qui a amené la création des groupes de médecine de famille. Oui, et, Mylène. Non, c'est après, dans les C3S, OK. après. Oui, on pourra parler des. Oui, c'est après les C3S qui sont arrivés. Mais bref, donc. Mais il y a eu. Bon, il y a. Donc, donc, et là, vraiment, ce que le rapport Clair réaffirmait, puis ça a été pour certains du monde des CLSC l'ont trouvé malheureux. Mais dans le fond, c'était un rapport pragmatique qui disait, écoutez, ça n'a pas marché. Dans le fond, les médecins ne se sont pas ralliés au CLSC. On a donc des médecins qui sont des électrons libres. C'est comme
les services de première ligne ne sont pas intégrés à absolument rien. Donc, créons des groupes de médecine de famille qui vont être plus formalisés. Il y aura des contrats, on va les doter, mais c'était une manière, j'aurais le goût de dire, de faire avec une réalité et donc de formaliser finalement pour rattacher la majorité des services médicaux au reste du système. Et, euh, et là, ben, donc, c'était en 2000. Puis, en parallèle, l'Ontario se dotait aussi d'une politique. Puis, si on regarde, parce que j'ai relu le rapport Claire aussi pour me préparer, puis c'est clair que, en fait, c'était pas, tout n'était pas envisagé dans ce rapport Claire-là, mais il y avait quand même une vision d'un changement de mode de rémunération important au moment de la création des GMF, mais qui n'a pas eu lieu, où on aurait eu plus de capitation. Il y a eu une résistance de la profession médicale. Il y aurait eu une vision de créer un peu plus une gouvernance robuste qui n'a pas eu lieu. Donc, bref, on a fait l'inscription sans faire ce qui venait avec. Donc, c'est un bel exemple dès le début d'une belle idée, mais qu'on n'a pas mis tous les ingrédients cohérents qui ont fait qu'on est rendu où on est. Peut-être que Je veux tu peux juste parler de la suite, soulever Mylène, oui. ce point, Marie-Dominique, parce que je pense que c'est important de soulever là, on a un débat de société actuellement, puis je pense que c'est important pour tous les acteurs de se regarder dans le miroir, puis de dire, fait que là, on parle d'un fait historique, qu'on avait un rapport, on disait, on va changer l'organisation des soins, on va faire une inscription, on va faire des GMF, puis qu'on parle depuis tantôt d'une vision cohérente, ben ça devrait venir avec la capitation, avec une gouvernance locale, tout ça. C'est Puis ça. la profession médicale a résisté. C'est nous qui ont d'ailleurs débattu un peu les CLSC, c'est nous qui avons résisté à des changements qui pouvaient être des changements de vision pour appliquer une vision cohérente. Fait que je pense que c'est important de soulever ça parce que là, c'est important pour nous de comprendre là, que tu sais il faut qu'on embarque, mais peut-être aussi, je sais pas, dans le temps de rapport là, y a-t-il un accompagnement aussi pour auprès des professionnels pour dire ben ça c'est la vision comme quand on parle d'Ontario, on dit ben il y a une vision, il y a un changement, puis tout ça c'est bien avec un accompagnement des professionnels. Fait que je me pose la question là. Et même ironiquement, là, les premiers GMF, il y avait de la résistance des médecins d'avoir des infirmières dans les GMF. C'est les premiers, tu sais, c'est les premiers au début, là, puis là, on parlait pas des autres professionnels. Fait que je pense que c'est apprivoiser le changement. Le modèle GMF, il y a eu des compromis aussi. Tu sais, c'était l'idée, c'est 80% des médecins ne travaillent pas dans les CLSC. Comment on peut aller chercher l'entrepreneur privé? Alors, on a créé ces groupes qui sont privés, mais à financement public pour aller investir d'autres professionnels. On a mis en place l'inscription à ce moment-là pour les ressources. On a mis des éléments, mais on n'est pas allé loin. Justement, le modèle de rémunération, on ne l'a pas changé à l'époque. On commence à le faire. C'est ça. Marie-Dominique, Moi, la je main. trouve ça intéressant parce que Oui. je veux dire, comme professionnel, là, moi, j'ai une résistance au changement. Là, puis je pense que quand on a tout ce qu'on vient de vivre là, avec la loi 2, il y avait des choses qu'on se disait, ben ça va pas améliorer des soins, tout ça, mais il y avait beaucoup de réactions que c'était que de la résistance au changement. Alors, tu sais, il faut défaire aussi qu'est-ce qu'une réaction à une résistance au changement qui est normale et naturelle, puis que ça, on peut bien accompagner les gens dans le changement si on le fait bien, puis versus qu'est-ce qui est une résistance parce qu'on pense que ça, c'est pas un modèle de soins qui est bon pour la population. Oui, puis aussi, simplement aussi pour dire, ça dépend des approches, mais vraiment, il se passait un peu les mêmes choses en Ontario. Moi, j'étais très, très impliquée. Là, c'est le temps que j'étais le plus impliquée, puis on suivait ce qui se passait un peu partout. Euh, et l'approche de l'Ontario, finalement, parce qu'il y en avait de la résistance. En fait, il ne faut pas penser que c'est juste les médecins québécois. Il y a des thèses écrites sur la résistance de la profession médicale au Canada, sur les nouveaux modèles. Mais ont décidé de garder leur fameux Family Health Teams avec tous les éléments de robustesse, la capitation et tout, et de permettre et de pas forcer tout le monde à aller dedans. Donc, euh, ils ont laissé les choses aller, puis ils ont fait avec ceux qui voulaient, et ils ont mis en place l'ensemble des choses. Et ça, je pense que c'est même une... Puis là, on va pas... euh, la loi 2, il y avait tellement de choses qui n'avaient pas de bon sens, mais cette volonté de tout faire pareil, et là, peut-être que ça nous interpelle nous aussi,
parce que moi, je crois profondément qu'il y aurait eu des portes de sortie à faire des projets pilotes où il y avait aussi, on pilote un nouveau mode de rémunération des médecins. Mais ça veut dire, et on force pas tout le monde à rentrer dans le même moule, Mm. puis mais on garde les éléments, puis on fait avec, puis on se dit dans 5 6 ans, c'est ça qui est arrivé en Ontario. Ils Ouais. sont partis avec des Family Health Teams qui étaient une minorité. Puis finalement, maintenant, 85% des Ontariens sont dans les modèles quand même de médecins entrepreneurs, mais avec capitation, etc., inscription, etc. Bref. Donc, si on veut faire une... Oui, effectivement, il y a une Je pense que si résistance, je mais... résume ça, là, tu sais, quand on parle d'une vision cohérente, tout ça, ça prend un peu d'accompagnement, un peu de théorie de changement, puis ça prend du buy-in. Fait qu'il y a ces différentes façons de faire ça, mais fait que l'Ontario en est un Oui, exemple. mais une décision de changer aussi certaines choses, de tester des modes de Puis rémunération différents sans les rendre expérimenter. obligatoires. Ouais. Mm. Si on ne change pas des modes de rémunération différents ou qu'on ne fait pas des tests un peu, qu'on essaye du jour au lendemain de tout changer, ça ne peut pas marcher non plus. Donc, Mhm. le point, c'est qu'il faut essayer de tester un modèle qui est complet, qui a tous les éléments, Mm. dont des C'est choses plus plus dures à scientifique, faire, hein, dans l'approche. Je vous laisse continuer. Dans le fond, on a plus eu le flexibles. rapport plus Oui. flexible et plus scientifique, hein, dans un laboratoire plus vivant, peut-être. Fait qu'après le rapport Clair, il y a eu la réforme Barrette. Ça, je m'en souviens, là. Ça, c'est de Mais mon Emma, époque, là, avant la finalement. réforme Barrette, là, il y a un élément extrêmement important de notre histoire qui est très inspirante, là. On a créé des centres de santé et de services sociaux, les C3S, en 2004. Puis pour moi, c'était un bon coup du Québec. On a créé ces organisations-là avec une idée territoriale. On leur a donné une responsabilité populationnelle. Je me retrouvais là qui est c'est vraiment l'approche populationnelle. Si le territoire était découpé en 94, puis la réforme, c'était qu'on fusionnait la plupart du temps un hôpital de proximité, des CHSLD avec des CLSC. On créait ces nouvelles structures, les C3S, puis on leur donnait le mandat. OK, voici votre territoire. Fait qu'on leur donnait un territoire géographique comme population responsable. Et là, les directions de santé publique faisaient même des portraits de population. Voici les caractéristiques de votre population. Vous avez la responsabilité de répondre aux besoins de votre population. Puis une des premières choses que les C3S ont fait, moi, c'était ma thèse. Ils ont été, OK, il y a 6 CLSC, GMF sur mon territoire. On va essayer de les connaître puis de faire des corridors répondre à notre population. Fait que c'est un peu quasiment l'autre coup qui était lié avec les organisations de première ligne. C'était pas révolutionnaire. Au début, c'était juste apprendre à se connaître. Mais pour moi, ça, c'était extraordinaire comme réforme. Puis là, quand on dit on veut revenir avec les CLSC, on veut revenir avec cette responsabilité populationnelle. On en parle, la vision citoyenne, gouvernance de proximité. Je pense que ça fait écho à ça. Puis justement, en 2015, avec Barrette, on a créé, en fait, on a régionalisé. Puis là, on a perdu cette saveur locale pour moi, qui est justement dans cet esprit de, on fusionne les C3S ensemble, puis là, les territoires étaient beaucoup plus grands. Ça demeure dans les textes qui disent qu'il y a une responsabilité populationnelle, mais je pense qu'on l'a perdu. Moi, l'idée des C3S, c'est regarder avec la santé publique. Là, je pense que il y a un désir de revenir. Je vois même dans la politique en première ligne, c'est une des recommandations, je pense, qui est demeurée, qui est d'avoir une gouvernance territoriale locale. Puis c'est vraiment de connaître, tu sais, qu'on dit, Emma, d'adapter l'offre de service, parler au groupe, aux différents GMF du territoire, comment on peut se coordonner, comment on peut avoir cette vision, justement, si j'ai tant de patients orphelins, comment on peut les coordonner entre nous puis avoir cette responsabilité collective. Je pense que c'est là qu'il faut retourner. Et on était, tu sais, Marie-Dominique, avec les modèles CLSC, mais avec les C3S, cette responsabilité populationnelle, il y a énormément de gens qui sont venus nous parler puis nous visiter de cette idée-là, d'un peu d'intégrer une vision de santé publique à un territoire. Puis quand tu le fais bien, une des premières stratégies que tu vas faire, c'est d'investir puis améliorer tes soins primaires sur ton territoire. Et le côté équité, d'être proactif sur ça, c'est qui viennent pas me voir, sont supposés venir me voir. C'est là que, comme organisation, comment on peut être proactif pour y répondre. Alors, pour moi, le 2026 avec de la lumière, c'est comment on fait réellement de la responsabilité territoriale actuellement, là, comment on redonne
du pouvoir d'action pour permettre cette organisation territoriale adaptée aux besoins. Mm. Tout à fait. Puis juste si on veut de la cohérence, tu sais, les médecins, on n'est souvent pas autant au fait de ça. Mais là vient la question de la gouvernance, dans ce que ça signifie de la gouvernance. Et encore dans les C3S, il y avait encore de la gouvernance donc communautaire. Moi, j'ai été sur le CA de mon C3S. Il y avait des patients, il y avait des usagers. Là maintenant, depuis la réforme Barrette et même avec la loi 15 qui a créé Santé Québec, là. Comme on sait, selon les législatures, les chiffres recommencent à zéro, donc c'est pas. On n'a pas réintroduit cette notion d'une gouvernance décisionnelle à un niveau où les décisions doivent se prendre territoriales et citoyennes. Donc, ça, c'est un enjeu réel. Et puis, dans les pays où ça marche bien, il y a ces gouvernances citoyennes quand même dans la gouvernance de ces organisations responsables au niveau populationnel, là. Donc, ça a l'air banal, mais à un moment donné, c'est important aussi, là. Ben, je pense que c'est très éclairant. Je ne sais pas si vous voulez faire la partie de l'histoire 2020 plus, là, ou peut-être à dire 2026, qu'est-ce que vous espérez? Je ne sais pas si vous avez des espoirs. Ben, dans le fond, des fois, notre passé, tu sais, des fois, il ne faut pas reproduire le passé, mais on a fait des bons coups dans le passé, puis des fois, c'est des remettre au goût du jour. Tu sais, quand on dit revoir le modèle CLSC de manière moderne, puis pour moi, c'est de revenir à la responsabilité populationnelle dans cette structure on a énormément centralisée, tu sais, Santé Québec, les régionales. Fait que je pense qu'il faut revenir au local, puis pour moi, c'est là la suite, puis le local. On fera des modèles innovants. Il y a plein de modèles, l'Anaudière, il y a Montérégie-Ouest pour revoir comment on peut s'organiser ensemble pour répondre aux besoins puis de revenir pragmatique avec des réels besoins pour s'organiser. Ben moi, je pense que ça, c'est un message inspirant, c'est-à-dire que oui, on vit dans des structures, puis des lois, puis des politiques, mais il y a des choses sur lesquelles on a un contrôle, puis on peut s'organiser localement pour répondre à des besoins locaux, puis on peut regarder des modèles qui fonctionnent bien, des gens qui justement ont pris dans leurs mains des responsabilités, puis s'organisent. Mais Emma, il faut permettre, c'est l'expérience, il faut permettre l'expérimentation de ces modèles innovants, il faut donner un petit peu de pouvoir d'action aussi. Tu sais, si on ne donne pas de pouvoir d'action au niveau des territoires, ils ne peuvent pas nécessairement innover. Fait que je pense que c'est là que c'est de permettre cette marge de manœuvre-là dans un système qui est rendu extrêmement bureaucratique et centralisé. Fait que C'est ça, j'invite tout à nos fait. auditeurs à aller sur le site du CQMF justement pour regarder ça. Puis on va faire un deuxième balado sur des modèles innovants. Donc, je vous invite à écouter ce balado-là quand ça va sortir. Puis peut-être un autre message inspirant parce qu'on veut laisser les gens avec quelque chose sur lequel ils peuvent agir. Vous pouvez aussi travailler votre organisation individuelle et locale. Vous pouvez contacter l'équipe de Mylène Breton pour instaurer l'accès adapté. Vous pouvez vous organiser localement pour justement jouer dans cet équilibre d'accès et de continuité. Hein? Ça, est-ce que je me trompe en disant ça? Oui, il y a des stratégies, puis moi, j'ai peur que la dernière année, là, tu sais, au-delà de, faut mieux organiser notre pratique, qu'il y ait des séquelles dans l'engagement. Moi, j'espère qu'on va laisser ça de côté, puis le plaisir de travailler, de s'engager, d'avoir le goût de faire différemment, que ça revienne au rendez-vous, parce que là, le goût amer de la dernière année, ça fait juste que les gens sont plus intéressés à essayer de changer. Rester audacieux, innover, puis c'est comme ça, puis d'avoir une pratique, même le plaisir au travail. Là, moi, il faut quasiment revenir à la base parce qu'il y a eu énormément de séquelles avec la stratégie un peu arrogante, ou en tout cas, je sens beaucoup de médecins ou d'autres professionnels qui ont été touchés émotivement, puis là, il faut aller retrouver un peu l'émotion, mais dans la lumière puis le positif. Avant toute transformation, tu sais, avant un projet à s'adapter, faut juste être ouvert à changer. Puis là, je pense qu'il faut revenir dans valoriser la première ligne, valoriser la profession. On a fait beaucoup d'éléments irritants la dernière année, fait qu'il faut revenir vers une valorisation. Oui, puis faire des liens le plus proche possible, mais avec aussi, je veux revenir, parce qu'on fait référence à certains éléments, là, puis il y a des endroits où il se passe des choses intéressantes, mais où il se passe des choses intéressantes, les médecins ont quand même fait des partenariats
avec des gestionnaires que je dirais bienveillants du niveau territorial, local. Souvent mobiliser la communauté. On voit des modèles où, tu sais, localement, on se sort d'être juste dans les médecins pour, tu sais, pour essayer de tout porter. Puis, moi, je crois vraiment que c'est par ces projets portés collectivement à des plus petits niveaux qu'on va pouvoir avancer. Et il faut surtout, puis ça, c'est les messages pour les Santé Québec de ce monde et même pour nos fédérations, permettre des expérimentations qui vont même jusqu'à expérimenter des nouveaux modèles de rémunération, des nouveaux modèles sans que ce soit dans le béton. Et il y a aussi des fois de la résistance parce qu'on est très mur à mur au Québec actuellement. Donc ça, il faut vraiment permettre ça, là. Mais moi, j'ai vu de la lumière. J'en vois des gens qui s'impliquent. Il faut vraiment soutenir ça. Je pense que c'est important de finir sur une note de lumière. Je pense que c'est important de reconnaître ce qu'on a vécu. C'était une période difficile émotivement, en termes de ressources, en termes d'épuisement. Puis le système de santé fonctionne pas sans les gens qui y œuvrent. Alors, il faut prendre soin de ces gens-là. Fait que si vous nous écoutez, vous êtes un professionnel de la santé, reposez-vous, prenez un temps de repos, prenez un temps de vous soigner, hein, vos émotions, vos proches, les gens autour de vous, vos équipes. Mais oubliez pas non plus qu'on vient de le dire, là, votre travail est extraordinaire. Vous êtes des gens qui sauvent des vies. Hein? On a une profession qui est incroyable. On a un privilège de travailler auprès de gens, de les connaître. Ça, c'est un privilège, puis c'est un plaisir. Mais peut-être dans l'avenir, une fois qu'on se repose puis qu'on se soigne un peu puis on se remet de tous nos états, ben il va falloir qu'on reste ouvert à l'avenir, puis il faut pas répéter les erreurs du passé puis de résister au changement. C'est-à-dire que il faut avoir une vision puis il va falloir tester des choses qui s'alignent et réfléchir à des visions cohérentes. Puis on peut militer pour ce genre de way forward. Hein? On peut aller de l'avant et on peut faire fi de résister au changement, mais il faut avoir une ouverture, mais pour quelque chose qui va être, si je répète ce que vous avez dit tout le long, là, il faut que ça soit cohérent. Oui, puis pas mur à mur. Ben, écoutez, Marie-Dominique Beaulieu, Mylène Breton, mais quel grand plaisir. Merci beaucoup. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée, puis prenez soin de vous. Merci beaucoup, Emma. Excellente Merci, Emma. journée à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glaser, avec la musique de Lee Rosevere.